Bonus. Trax. Et bonjour, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans Spoilers, votre émission consacrée aux séries fantastiques, fantasy et de science-fiction. On est ce soir ici pour parler de séries. Pour ceux qui nous écouteraient en podcast, moi c'est Guillaume, je suis avec Briac. Salut Briac. Hello. Et je suis avec Justine. Hello. Justine, du coup, qui sera des nôtres un peu plus souvent à présent, aussi souvent que possible, voilà, selon le sujet, selon ta disponibilité, selon tes envies. En tout cas, on est ravis de t'accueillir à nouveau dans le cadre de l'émission et ce soir en live sur Twitch. Merci beaucoup. Ouais, j'ai réussi à m'infiltrer dans l'équipe discrètement. T'as vu ça? C'est ça, tu avais fait forte impression et du coup, C'est rarement bon quand tu la fais une bienvenue. forte impression comme ça du premier coup. Hein. Ah aussi, au contraire. Alors vous l'entendez évidemment, c'est pas CHP, hein, qui anime la soirée. Désolé, je sais qu'il vous manque très certainement déjà. Il a tout simplement pas regardé la série, on va être honnête, donc dont on va parler ce soir. Donc voilà, vous êtes coincés avec moi ce soir et avec Briac et Charles évidemment, et Briac et Justine, pardon. Voilà, je fais déjà des petites erreurs. Il nous Pas de manque C'est un qui, souci. métier. là? C'est un métier. On nous confond. C'est ça, oui, c'est ça, c'est clair. Bon, on salue aussi le chat pour ceux qui arriveront en cours d'émission, puisque cette émission, elle est à nouveau enregistrée en live sur Twitch, comme on l'a dit dans les précédentes itérations du podcast. N'hésitez pas à nous rejoindre d'ailleurs, vous qui écoutez cette version audio à venir. Voilà, on est bien en live, on échange avec vous et ça permet d'avoir un dialogue un petit peu plus, on va dire, naturel, un petit peu plus organique que juste entre nous. Donc, n'hésitez pas pour les prochaines fois, on sera ravis d'échanger avec vous sur le chat. Et ce soir d'ailleurs, c'est l'occasion, puisque nous sommes en live sur Twitch, de tester notre nouvelle overlay que vous pouvez voir sous vos yeux ébahis. Pour ceux qui regarderont le replay, et peut-être une vidéo sur YouTube, préparée du coup avec talent par Pépé qui est en coulisses de la réalisation. Voilà, oh, la magie du cinéma, j'ai envie de dire, la On magie de la n'arrête pas le télévision. progrès. C'est ça, en direct de la régie. Salut Pépé, merci beaucoup pour ton aide et ta présence depuis toutes ces années, hein, parce que quelque part, l'émission Spoilers, c'est aussi un peu grâce à toi qu'elle a été construite dans les premiers temps. À C'est chaque vrai. fois, on le répète, mais on le répétera jamais assez. Dernier rendez-vous de la saison. Le mois dernier, on avait fait un petit épisode conclusif, season finale, mais du coup, on avait dit qu'on reviendrait quand même parce qu'on avait envie de tester un petit peu ce format débrief d'une série, débrief d'une saison. Et donc, on finit notre propre saison avec cette hors-série, puisqu'on avait envie de revenir sur Westworld, donc la fameuse série SF de Lisa Joy et Jonathan Nolan, diffusée chez nous sur OCS et sinon sur HBO, alors que du coup la saison 4 vient de se terminer, une saison qui sera peut-être la dernière, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Bah voilà, après cette intro bien trop longue, j'ai envie de dire, passons au sujet de la soirée, passons à Westworld, et nous accueillons sur le chat ce bon vieux CHP qui vient quand même nous faire un petit coucou évidemment, Ah oui, c'est bien sympathique de sa part. il nous aurait manqué ça. Ah oui, du coup, il dit quoi? Bah, peut-être par rapport au fait que ça soit la dernière saison. Alors, je ne dis ça seulement parce que pour l'instant la série n'est pas encore renouvelée officiellement. Voilà, c'est tout. C'est pas un spoil. Je vous propose de faire ça un petit peu en 3 parties. La première, on va revenir un peu sur la découverte de la série, comment nous, en tout cas, on a découvert la série. Qu'est-ce qui nous a plu, un peu les concepts, les choses qui nous ont marqués et puis ensuite, on reviendra sur, évidemment la saison 4, c'est ça qui nous occupera la majeure partie du temps.
Et puis on terminera sur nos attentes pour, une éventuelle suite. Voilà, je pense qu'on conclura tranquillement là-dessus. On est ensemble, pour 1 heure et demie, je pense. Installez-vous tranquillement alors que le chat, se garnit. Salut, Fanlou, j'espère que tu vas bien. Tu vois, ce soir, on va parler, comme tu aimes, d'une série en particulier. J'espère que tu as vu Westworld jusqu'au bout. Salut Randall Flag, bienvenue à toi. Pour commencer du coup, Briac, est-ce que tu peux, nous pitcher, un peu la série dans son ensemble, on va dire le concept et puis les différents, éléments qui ont été égrenés sur les 3 premières saisons, histoire qu'on se rafraîchisse un peu la mémoire? Yes et alors du coup, tu viens de le dire, mais on reprévient, on va spoiler parce qu'on est là pour parler de la saison 4. Donc là, forcément, attention, je vais dévoiler des choses Oui. qui se passent dans la saison 2, 3, et cetera. Donc pour rappel, Westworld, série, qui est commencée en 2016 sur HBO, qui a été créée par la scénariste et réalisatrice Lisa Joy, qui avait travaillé sur, des séries comme Pushing Daisies, Burn Notice et qui a fait un long métrage il y a pas longtemps qui s'appelle Réminiscence et son compagnon Jonathan Nolan qui lui, donc peut-être un peu plus connu, au moment où la série commence en tout cas, qui est le co-scénariste des films de son frère, Christopher et enfin pas de tous, hein, mais et de la série, Person of Interest et personnellement moi c'était surtout parce qu'il avait fait Person of Interest que j'étais très Ouais. intéressé de le voir arriver, sur HBO donc avec un plus gros budget, voir en quoi ça allait pouvoir, changer des choses et aussi parce que c'était finalement la première série de SF de HBO donc c'était assez prometteur à une époque où on cherchait encore, ce qu'allait pouvoir être peut-être le nouveau Game of Thrones, d'HBO et donc Westworld, c'est une adaptation en série du film de 1973 Westworld de Mmh. Michael Crichton un peu l'inventeur du techno-thriller, donc l'auteur de Jurassic Park, qui a aussi beaucoup de points communs avec Westworld. Et ça nous raconte donc ça nous montre un monde dans lequel il existe un parc d'attractions qui est une version fantasmée du Far West et qui est peuplé d'androïdes qu'on appelle les Hosts. Et en fait, donc aller dans ce parc, on devient un invité, un guest, et on peut vivre une expérience immersive et laisser libre cours à ses propres fantasmes, parfois de manière très sordide, en toute sécurité, puisque les hosts ne peuvent pas nuire aux invités, donc aux guests. Et les hosts, en fait, suivent des récits préécrits qui s'appellent, des boucles et leur mémoire est systématiquement effacée, ce qui les empêche de prendre conscience d'eux-mêmes, enfin d'acquérir une conscience. Ça, c'est les éléments au tout début de la série et donc on va suivre à la Mmh. fois des hosts, des guests et les dirigeants du parc, aussi bien la sécurité que ceux qui conçoivent les récits et cetera et au début de la série, dans le pilote, donc il y a une mise à jour qui va commencer à créer des dysfonctionnements qui sont symbolisés par une mouche qu'on voit traîner un peu partout dans le pilote, qui donc, le symbole d'un bug, hein, parce qu'en anglais bug, insecte, mais aussi le bug informatique et qui lance donc tous les problèmes qu'il va y avoir dans cette première saison. Au fur et à mesure que donc, certains autres vont commencer, à changer de comportement, à se demander ce qu'ils font là, quelle est leur Mmh. réalité et petit à petit à se rebeller et donc cette première saison instaure vraiment le style de la série, donc autant des questions, d'identité avec des personnages qui font se découvrir, eux-mêmes guests, enfin ils pensaient être humains, ils ne le sont pas. Une narration complexe qui repose sur des mystères et aussi des changements de timeline, donc aussi une certaine confusion, un égarement du spectateur pendant une grande partie de la saison avant d'arriver à des twists, en fin de saison et des accès de violence. Et elle se conclut avec la révolte des hosts en fin de saison. La deuxième, elle, nous montre les suites de ces révoltes, ses conséquences et se posait la question de l'émancipation en fait, des hosts et qui offrait 2 possibilités. C'était soit de quitter, le parc pour arriver dans le monde réel, ce qui était le choix d'une poignée d'entre eux, qu'on va suivre par la suite. Ou sinon, l'autre solution, c'était de partir dans une réalité virtuelle qui nous est évoquée, là dans cette saison-là, qui s'appelle le Sublime, et dans lequel on va télécharger donc certains, de ces guests et ça, c'était moi, je trouvais personnellement une solution super maligne à un problème qui était en fait soulevé par la première saison. C'était que Westworld étant une série très méta, comment, les hosts peuvent échapper à notre regard? Parce que nous, en tant que spectateurs, on est comme finalement les invités, on est dans le même Mmh. rapport avec les guests. C'était comment on peut montrer la liberté, des hôtes tant qu'on les voit. Ils ne seront jamais en liberté tant que c'est des personnages et donc le fait est que le Sublime, on ne les voit pas. On ne voit pas ce qui se passe pour eux dans le Sublime à part quelques brefs brefs aperçus. Donc c'est une solution très intéressante et c'est aussi une saison qui travaillait un petit peu plus la forme de l'épisode. On avait un épisode sur, Akecheta, un personnage natif américain, un épisode sur William, donc l'homme en noir, et surtout un épisode sur Jim Delos, donc un des propriétaires du parc, qui introduit un problème qui va revenir par la suite dans la série, qui était l'impossibilité de transformer un humain en autre. En gros, le fait que ça ne marche pas quand on prend les mémoires, les souvenirs d'un humain, C'est ça, ouais. qu'on les met dans un Numériser, autre. C'est ça, et ça finit toujours, l'autre finit toujours par complètement déconner et ça ne marche pas.
Et finalement, la saison 3 nous montrait le monde en dehors du parc et on découvrait qu'en fait, bien sûr, les humains, en fait, sont eux aussi, sous le contrôle, alors ici, eux, d'une intelligence artificielle qui s'appelle Rehoboam et ils sont eux aussi coincés dans leur propre boucle. Rehoboam étant une intelligence artificielle créée par un milliardaire français qui s'appelle Serac, qui est joué par Vincent Cassel, et qui a été créé pour, en fait, créer une société parfaite, pour contrôler l'humanité et pour lui permettre donc de perdurer. Mais pour ce faire, les humains doivent sacrifier leur libre arbitre, donc leur liberté pour leur sécurité et surtout il faut exclure certains membres qui s'appellent les outliers parce que en fait, c'est ceux dont, Rehoboam ne peut pas anticiper le comportement et un des nouveaux personnages principaux de la saison qui est joué par, Aaron Paul, Caleb, fait partie de ce groupe et on va le suivre pendant la saison et finalement, ils sont conclués avec la destruction de Rehoboam et donc on laissait un peu en suspens les conséquences que ça aurait pour, l'humanité qui Mmh. était maintenant supposément, libre. C'est ça. Avec Voilà, un final, apocalyptique, c'est en ça. saison 3, dans, un concert presque d'explosions, diverses et variées, dans la ville. Merci Briac pour ce résumé. Je sais pas si Randall Flagg, ça t'a plu, du coup, tu trouvais la mission assez, compliquée? Je trouve qu'on s'y retrouve assez bien. Avant, de creuser les choses, toi Justine, comment tu as découvert un peu la série? Ou en tout cas, pourquoi tu as eu envie de te plonger dedans? Qu'est-ce qui t'a attiré, au début, Bah, moi, en étant, une grande fan de Game of Thrones, entre 2011 et 2019, j'ai passé beaucoup de temps sur HBO. Voilà, fatalement, ce qui fait que, quand, Westworld est arrivé, il y a eu pas mal de bandes annonces et c'est vrai que le concept est, super intéressant. Moi, j'étais surtout intéressée au début par la notion de parc d'attractions, et de ce que ça implique, par rapport à mes goûts personnels et par rapport aussi à certains de mes sujets de recherche. Avant que la série commence, au moment où j'ai, vu les premières bandes annonces, j'étais allée voir le film de, mmh, 73 et sa suite, parce qu'il y a Ouais, une suite oui, qui fait mal aux cheveux quand wow. même, hein, je ne le cache pas. Les Rescapés du futur qui doit a été fait 3 ans après, je crois, quelque chose comme Ouais, ça. ouais, un peu C plus, je crois. un peu plus, voilà, j'avais en tête la fin des années 70, mais voilà, donc ça m'a mis dans l'ambiance tout de suite, mais c'est vrai que, la série après de HBO se démarque, hein, très nettement, ouais, que ce soit sur mmh, les enjeux, philosophiques où ils vont quand même un gros cran plus loin et après bien sûr sur la représentation, j'ai envie de dire représentation typique de HBO, qui, dans ses premiers épisodes, montre, bah, ce qu'ils peuvent faire. C'est-à-dire, avec le grand spectacle, avec la possibilité de représenter, de la violence graphique, avec de la nudité et mmh, cetera. Ce qui est modifié, en fait, au fur et à mesure des épisodes et ensuite des saisons, où on a moins de nudité gratuite ou des choses comme ça, mais où, voilà, le propos prend une autre ampleur. mmh, Du coup, ouais, voilà, moi j'ai découvert comme ça. Je me suis pas trop pris la tête sur la première saison encore parce que je suivais le mouvement. À partir de la saison 2, j'ai eu un peu mal au crâne. mmh Au moment de la saison 3, je dis pas que j'ai décroché, mais j'ai moins aimé la saison 3 en fait, parce que le rythme est différent, on n'est plus dans les parcs, on est vraiment à l'extérieur, il y a d'autres enjeux qui entrent. En revanche, j'ai refait les 3 saisons là avant de commencer la saison 4. C'est la troisième saison que j'ai préféré revoir. Ah ouais. Ouais, OK. parce que, je trouve que ça approfondit plus, les personnages et au passage, ça m'a permis de recomprendre tous ces doubles de Dolores parce que, voilà, il y en a Oui. 4 ou 5, un truc comme ça et quand tu le vois une première fois, je clairement, moi, j'avais loupé des étapes, hein, donc voilà. Mmh. Ça a été pas mal de revoir ça et c'est alors je découvre, hein, d'après ce que tu disais, que peut-être il y aurait pas de suite et ça me saoulerait quand même. J'aimerais bien une saison en plus, mais bon, on en parlera plus tard, je pense. C'est ça. Ben oui, on en parlera tout à l'heure effectivement, il y a pas eu d'annonce de fait, on verra si, il y a des raisons d'y croire ou pas. Westworld a souvent été un peu on a souvent eu peur que ça se termine. Je crois que les audiences n'ont jamais été vraiment à la hauteur de ce que HBO espérait. Bah, À comme part vous la l'avez première dit, saison, Ouais. ouais, à part la première saison, ouais. gros Bah, succès la la première saison et bah, après, puis la OK. première, il y avait la nouveauté et après, il y a eu beaucoup, je pense, pour certains spectateurs, l'impression qu'ils faisaient du compliqué pour le plaisir de faire du compliqué, si tu Ouais. veux.
et weird for the sake of weird, et qu'on se retrouve avec, des personnages qui sont en double, en triple, en quadruple, et que tu sais plus toi-même qui est robot, qui est host, qui est humain, pourquoi les gens font ça, pourquoi ils changent d'avis très rapidement aussi. Il y a des Voilà, quand on les revoit, on se rend compte qu'il y a des changements de direction assez abrupts parfois, et voilà, je pense qu'il y a certains spectateurs qui ont pu se dire, «Je me prends pas la tête avec ça, la vie est assez compliquée comme ça». Ouais, il y avait vraiment un vrai, high concept, quoi. Enfin, c'était vraiment une série high concept, je pense, dans la première saison. Il y avait vraiment en tout cas, moi, c'est un peu ce qui m'a plu aussi, dans, la série. C'était à chaque fin d'épisode, on avait vraiment ce truc de se creuser un petit peu la tête pour se demander un peu où ça allait nous mener. Quand on a commencé un petit peu, justement, à comprendre, que, il pouvait y avoir des timelines différentes, qu'en tout cas il y avait des mystères, il y avait des choses, la saison 1 développait quand même tout un univers aussi, corporate qui était assez mystérieux, avec la figure, du coup hem, d'Hopkins qui était quand même, enfin qui a marqué quand même, de son empreinte la 1re saison, et c'est vrai que, la série a petit à petit quitté un peu ce truc-là, je trouve, et on en parlera certainement pour la saison 4, de complexité narrative qui, je crois, surtout sur la saison 2, j'ai l'impression que autant la saison 1, les gens se sont dit un peu, «Ah, ils nous ont bien eu», effectivement, avec ces 2 timelines en parallèle, et puis le fait que William, du coup, c'était ce personnage qu'on découvrait au début, comme un jeune homme, fringant, plein, enfin très, dont on ne pouvait pas soupçonner en tout cas qu'il allait ou qu'il était, un psychopathe, hein, au fond de lui-même, et en même temps cette figure de l'homme en noir, à côté, et donc je pense qu'il y a eu effectivement, la continuation, enfin, en saison 2 ça a été un petit peu moins maîtrisé, j'ai l'impression. En tout cas, c'était plus complexe à comprendre. Moi, j'ai eu souvent ce retour-là. Là où la saison 3 était, pour le coup, pas complexe sur les mêmes raisons. C'était Mmh. presque plus complexe, sur le côté technologique des choses, quoi, effectivement. Hem Et tu l'as dit, évidemment, il y avait un lien qui était quand même assez fort avec, Game of Thrones, même si peut-être on l'a créé de nous-mêmes ou qu'on l'attendait, mais le simple fait que, Ramin Djawadi soit, là aussi, aux commandes, et du thème principal et du générique, Mmh. et de ces covers qu'on je sais pas ce que vous en pensez, j'ai l'impression qu'elles ont aussi, heu, permis de faire ressortir un peu la série auprès, d'un grand public, puisqu'il y avait un peu Ouais. ce petit gimmick comme ça de, régulièrement, traiter, des chansons pop, assez populaires, assez cultes, à travers le prisme du style de Djawadi sur la série, quoi. Ça, c'est Mmh. quelque chose que vous avez apprécié du coup, moi, j'ai l'impression que ça a marqué quand même un peu Westworld. De quoi, les Briac? reprises, Ouais. ouais, moi, c'est quelque chose que j'apprécie, mais peut-être de moins en moins parce que je trouve que ça a vraiment perdu du côté surprenant que ça peut avoir au début, et du coup, maintenant, c'est: «Ah, c'est ce morceau-là maintenant. D'accord, OK. On en est à celui-là», et après, bon, ça, c'est une question de goût, mais je trouve que Ramin Djawadi, il est efficace, mais c'est pas un compositeur hyper subtil dans ses arrangements ou dans On peut la pas dire manière ça, dont non. c'est ça, et je trouve que certaines reprises, du coup, c'est vraiment un peu trop basique, tu vois? Et c'est vraiment juste la OK. mélodie au violon plaquée sur les accords de piano. Enfin bon, je caricature, mais Ouais, ouais. ça me manque, un peu d'inventivité par moment, je trouve, ou de je sais pas, de subtilité dans l'arrangement Mmh. pour que j'accroche plus que ça. Mais j'aime bien l'idée, fondamentalement, et il y a des moments, surtout dans la saison 1, c'est le Painted Black pendant le braquage, voilà, c'est le grand Ouais, moment, et ça marchait à fond, quoi, c'est sûr. Et j'ai bien aimé, par contre, qui c'est reprennent à chaque saison d'ailleurs quasiment, mais c'est ça, Mmh. c'est la reprise de Lana Del Rey, je crois, dans le début de la saison 4, qui marche très bien. Bon, on reparlera de cette scène, la fin du 1er épisode de la saison 4 était vachement intéressante. Mais Mais ouais, moi, mais c'est je suis presque l'inverse, moi. C'est-à-dire que moi, je suis très fan de ces reprises de musique, et je pourrais en mettre 15 par épisode, je pense que ça m'irait. C'est en fait, c'est la seule façon, hein, que j'ai d'écouter de la musique, je vais être honnête. J'écoute très peu de musique, et ce qui fait que le peu de connaissances musicales que j'ai, ça vient des films et des séries. Donc voilà, moi je suis ravie de découvrir des nouveaux trucs dans les séries, et ça fait des super belles reprises, voilà, dans la saison 1 notamment. Heu, Après, je suis assez fan de certains, voilà, certains leitmotivs, musicaux
qui permettent d'aider à construire un petit peu la trame, hein, la musique qui est liée à Dolores, etc. Après, le souci étant que, comme on veut jouer, enfin la série veut jouer régulièrement sur Heu, qui est qui est humain, qui est vraiment Dolores, qui sommes-nous? Enfin voilà, il y a plein de questions philosophiques derrière. Ce qui fait qu'ils peuvent pas nécessairement exploiter ces thèmes musicaux de personnages, parce que sinon ça révèle des trucs Oui, plus ou moins ça serait inconsciemment trop, évident, et ouais. voilà et donc je trouve qu'ils d'un point de vue musical, ils se retrouvent bloqués par ça. Mmh. Ils essayent d'emmener sur d'autres pistes, mais en même temps, enfin voilà, ça bloque. Enfin, c'est l'impression que j'ai eue. Ça bloque un peu et après effectivement, quand on suit un petit peu la musique du compositeur, que ce soit dans, Westworld, dans Game of Thrones, bah, on retrouve vite, on va dire, sa patte, Mmh mh. ce qui marche bien. Mais comme là, il y a eu des très grosses productions de lui, en finalement très peu de temps, hein, en quelques années, là, on l'a vu avec le premier épisode de House of the Dragon, bah, musicalement, on a l'impression que ça commence à tourner en rond. Donc voilà. Après, c'est un simple commentaire de spectatrice qui Mmh. justement n'y connaît rien en musique. Donc c'est très facile de dire: «Ouais, mais il se renouvelle pas le garçon!» alors que je ne sais rien faire. Voilà. Donc j'ai Non, mais conscience, hein, de cette ironie. c'est clair que enfin, c'est sûr que c'était, heu, assez intéressant et peut-être quelque part novateur, au niveau dans les premières saisons, en tout cas dans la saison 1 parce qu'effectivement de retrouver dans un saloon du Far West, une Oui. chanson que nous, en tant que spectateurs, on reconnaissait, bah, du coup, ça créait vraiment un décalage qui était assez intéressant. Maintenant, peut-être qu'effectivement, on est plus sur un gimmick qui, a perdu un petit peu de sens. Si je Alors, regarde sur le ouais, je t'en prie, Justine, vas-y. excuse-moi, je t'interromps 2 secondes, Non, vas-y, mais vas-y, vas-y. c'est un petit truc qui m'avait gênée, en fait, surtout à partir de la saison 2 parce que dans la saison 1, j'essayais de comprendre ce qui se passait déjà. Ouais, Mais du coup, en revoyant, tu dis: «Si c'est des musiques que nous, on connaît, des reprises voilà, qu'on repère, les personnages humains qui viennent dans le parc, tu te dis: "C'est des musiques qui doivent faire partie aussi de leur quotidien si on considère que c'est ouais, notre monde"». Et du ouais, ouais, bien coup, sûr. ça, je me dis: «C'est un peu con au sens où, pour eux, ça rompt l'immersion». Parce qu'ils se rendent bien compte qu'ils sont plus dans un monde de western, ils sont dans un voilà, simulacre, un avatar Mmh. de monde de western. Donc voilà, c'était ma petite réflexion en me disant: «Mais ouais, mais là, ils se sont trompés», tu vois? Alors qu'en fait, pas du tout, mais En tout cas, il y a les personnages ne le relèvent pas particulièrement, voilà, donc on peut imaginer que, c'est pas tout à fait, intradigétique en effet, comme musique. c'est ça. Non, Un petit non. tour, par le ah écoute, allez, vas-y Briac. Excuse-moi, moi, j'ai juste Le chat moi, attendra. excusez-moi, quand j'avais travaillé sur la saison 1, j'avais interprété ça comme une manière pour la série de faire allusion au fait que c'est une série qui est tout le temps reprise. Donc elle reprend un film qui est déjà existant, mais Oui, elle reprend aussi plein de rebondissements de séries des années 2000, des idées de Lost, d'autres séries, Ouais, ouais, ouais. et que du coup, c'était aussi une manière de faire allusion à ça d'une certaine manière, que Westworld remix, reprend des choses et ouais, elle le soulignait un peu de manière, c'est une œuvre assez postmoderne quoi et du coup, c'était une manière de l'aborder là. Bon, voilà. Mmh. Je sais pas pas. bête. À voir si on peut continuer à penser ça en ayant vu toute la série. Est-ce que ça dure sur les 4 saisons? Je sais pas. Ouais, effectivement. Donc côté chat, s bonjour à Flagada qui nous rejoint, qui, trouve que Westworld est une série incroyable. Donc je pense qu'on aura quelqu'un de plutôt pour la série, dans le chat, qui nous invite effectivement, à réécouter le thème, de Caleb pour, l'aspect musical qui a priori OK, lui a beaucoup plu, qui s'appelle Hope dans l'OST de la saison 3 ça et marche. nous indique, qu'effectivement, pour cette personne, la saison 2 était chouette à revoir, mais le côté, very bad trip de Bernard qui mène, un plot twist moyen, voilà, au final, C'est c'était vrai, peut-être la moins bonne saison alors qu'elle contient, 2 des meilleurs épisodes de la série. C'est vrai, Je pense que tu d'accord. penses notamment à l'épisode avec, le natif américain, dont je ne me risquerai pas à dire le prénom, mais tu l'as très bien dit tout à l'heure, Briac. Akecheta, je crois, de mémoire. Voilà. Flagada nous dit aussi qu'effectivement, dans Person of Interest, Ramin Djawadi était aussi incroyable, qui a priori du coup composait effectivement aussi heu, l'OST de cette série qui a pas mal de liens avec Westworld, hein, Yes. forcément, thématiquement, et même dans les on l'a dit tout à l'heure, les gens qui sont derrière, il y a forcément une filiation. Oui, l'expérience, Flagada nous parle donc de l'épisode avec Akecheta et l'épisode de l'expérience de Delos.
Ouais. qui, voilà. Et d'ailleurs, cette série, cette saison est la seule qui, je crois, si je me trompe pas, à moins que ça soit la saison 3, mais il me semble que c'est la saison 2 qui se termine sur une scène post-crédit. Il y en a dans toutes les saisons, je crois. D'accord. Attends, Ouais. tu veux dire qu'il y en a une dans la saison 4 là? Ah merde, j'ai pas fait gaffe s'il y en avait une dans Ouais, la moi non saison plus, 4. tu me mets le stress Ouais, là. c'est ça. C'est vrai qu'il y en a Dites-nous une dans dans le chaque chat, saison. Heu, si on a loupé la scène post-crédit de la saison 4 parce que personnellement, je m'en Fais souviens gaffe. pas. ouais, donc OK, il y en a pas dans effectivement, on la me 4 dit, non, apparemment. OK, pas dans la 4. Ouais. C'est pas bon signe ça, ouais. D'accord, c'est ouais, ça. je me souviens pas des autres, écoute, mais je me souviens d'une en particulier qui était assez incroyable avec effectivement William, qui, Ouais. retrouvait, sa fille dans un parc, à l'abandon, peut-être même, un peu dans le futur et qui est une des scènes dont on n'a toujours pas de réponse d'ailleurs aujourd'hui. Attention, ça commence à spoiler pour la saison 4, je vous préviens, Mmh. vous rentrez, tout doucement dans l'univers du spoiler sur la saison 4. Est-ce que vous avez, avant justement qu'on attaque cette partie, est-ce que vous avez encore quelque chose, quelques éléments à dire sur les premières saisons? Est-ce que c'est culte pour vous Westworld, à ce stade, au niveau des premières saisons? Est-ce que pour vous, en 3 saisons, avant qu'on aille sur la 4, elle avait atteint un statut équivalent à d'autres, séries très, très connues, d'aujourd'hui? Ou est-ce qu'il lui manquait un petit quelque chose? Pour Justine? pour moi, la saison 1, oui, pas forcément la suite. Voilà, c'est le au sens où, ils ont posé tellement de bases de réflexion dans la première saison qu'en fait, ils continuent à développer, jusqu'à maintenant. Que voilà, la 1re a été vraiment, bah, un choc esthétique et c'est pareil, ça contribue aussi à démocratiser, la science-fiction pour, voilà, pour le grand public qui aurait pas eu accès, hein. HBO continue un peu dans une dynamique, lancée, depuis globalement la fin des années 90 et surtout le début des années 2000. Mais du coup, ils ont tellement lancé ça dans la première saison que j'ai l'impression que les saisons, 2, 3 et même la 4, ça fait que dérouler tout ça. Voilà, Mmh. donc c'est en tout cas le sentiment que j'ai, au sens où, les saisons d'après sont très cool, mais elles sont pas aussi, surprenantes, et innovantes. Mmh. Voilà, pourtant ça met aussi la barre haut, mais voilà. Oui, c'est vrai. Briac, un avis sur la question? Oui, c'est assez compliqué, il faudrait que je revienne sur mon rapport à Westworld, mais si vous avez 5 minutes. Mais Écoute, c'est que alors je suis bah, effectivement, je sais pas encore, je pense que c'est un peu tôt pour savoir si c'est une série culte, puisqu'elle c'est quoi? C'est 2016 la première saison, donc c'est un peu dur de se replacer dans la place qu'elle va avoir, surtout qu'on voilà, effectivement, on n'a pas encore, son histoire complète. On ne sait pas si elle va s'arrêter mmh, maintenant, jusqu'où elle va continuer, jusque, bah, effectivement, les audiences ont quand même pas mal diminué tout au long de son histoire et qu'effectivement, quand on lit, des commentaires, souvent ça revient, c'est: «Ah, la une était super, mais après qu'est-ce que ça a perdu?» Donc est-ce que c'est cette image qui va rester de la série? Je sais pas, est-ce qu'on continuera à la regarder plus tard si c'est cette réputation qui continue? Moi, j'ai un rapport compliqué à Westworld parce que c'est une série dont j'avais apprécié le pilote et j'étais sorti un peu au fur et à mesure de la première saison. Il m'avait un peu perdu. Je trouvais que, bah, les twists que je trouvais un peu attendus, les personnages trop froids, j'avais du mal à vraiment à m'ancrer dedans malgré des choses qui me plaisaient et vraiment j'avais du mal en me disant: «Bon, on verra sur la 2». Et en fait, j'avais dû faire une communication dessus pour une journée d'études, dédiée à Westworld et en revoyant la série, j'avais complètement changé d'avis et en gros, moi, j'avais voulu montrer que les défauts de Westworld étaient, en fait, parfaits par rapport à ce qu'elle racontait et étaient, en fait, très mmh, cohérents. Donc j'ai pas fait ça, j'ai pas revu toutes les autres saisons après, donc j'ai des réserves dessus, mais ça se trouve, en les revoyant complètement, je les aurais pu. Mais j'ai toujours un rapport où je peux pas parler de Westworld sans parler de ce que la manière dont les problèmes qu'elle me pose. C'est-à-dire qu'à chaque fois, j'ai envie de l'aimer Mmh. énormément et il y a des trucs qui résistent et en fait, dernièrement, je finis par peut-être trouver ce qui me gêne et alors, pour vous le faire très rapidement, je vais juste reprendre, David Birdwell, c'est quelqu'un qui travaille sur l'histoire des formes du cinéma. C'est un universitaire et en fait, il explique que la narration filmique, donc ça marche aussi pour les séries, ça repose, donc là, il reprend des choses du formalisme russe, mais en gros sur la fable, donc l'histoire telle qu'elle se déroule, quoi, les événements dans l'ordre, le sujet, c'est-à-dire la structure ensuite, comment on structure la fable dans l'œuvre, donc par exemple, s'il y a des flashbacks, et cetera. Et il dit, par rapport à la littérature, ce qu'on va avoir en plus, c'est le style audiovisuel dans un film, donc toutes les techniques filmiques, qu'on va pouvoir utiliser et donc
le sujet, donc la structure et le style, vont faire la narration. C'est comme ça que ça se passe. Et moi, je me suis rendu compte qu'en fait, je pense que pour moi, Westworld a une fable super. C'est-à-dire que c'est vraiment génial. C'est passionnant toutes les idées qu'il y a dedans. Il y a des super des échos, des choses qui sont construites. C'est vraiment très bien pensé. Et là où ça va plus coincer pour moi, c'est à la fois dans le sujet, donc dans la structure, donc dans parfois l'utilisation des flashbacks, des timelines, qui vont un peu, ça affecte le rapport émotionnel qu'on peut avoir à une histoire. Et parfois, j'ai l'impression que c'est pas forcément la meilleure décision à prendre. Ça reste très subjectif, hein, mais que si ça avait été montré, enfin structuré d'une autre manière, j'aurais pu plus accrocher à certaines choses. Et deuxièmement, le style, parce que je trouve que même si j'aime beaucoup la direction artistique de la série sur plein de points, j'ai des gros problèmes avec la mise en scène, je trouve, qui manque de caractère, qui manque d'ampleur, surtout Mmh. dans la saison 3 et 4, plus que dans les deux premières. Et l'exemple, je crois que j'en avais déjà parlé dans l'émission, mais il y a le passage de la saison 3 où Caleb il prend la drogue, Genra, qui te fait changer par rapport à des genres de... Ah, Je suis désolée. là, on est dans le polar, par exemple, mais donc le Genra qui fait en fait qui te fait une expérience, enfin, basée sur des films, quoi. En gros, ça change Ouais, ouais, comment dire, ouais. ton appréciation de la réalité. Et je trouvais que la mise en scène ne jouait pas du tout assez là-dessus. Ça manquait vraiment, vraiment d'idées. Mmh. Et c'est quelque chose qui revient pas mal pour moi dans Westworld. Donc voilà, j'ai ce problème avec Westworld. D'ailleurs, avant que la saison 4 sorte, je relisais le résumé de la saison 3. J'étais genre, putain, c'est super toutes ces idées, c'est vraiment bien pensé. Et en même temps, Mmh. j'ai un mal fou avec la saison 3. À la regarder, Mmh. je prends aucun plaisir. C'est ça qui est terrible. Donc voilà, si je reviens. Et en même temps, j'aime quand même Westworld. C'est quand même compliqué. Et j'ai envie encore de Mmh, continuer à mmh, mmh. l'aimer. Et là, je suis encore partant pour une saison 5 si elle existe. Je serais vraiment heureux si elle arrive. Donc voilà, ma Ouais. réponse Non, très compliquée. effectivement. Non, 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 c'est hyper intéressant. Effectivement, de toute façon, cet aspect culte, il va être différent d'une personne à l'autre, ça c'est clair. Mais je te rejoins un peu sur un aspect, c'est que Westworld a une ambition presque trop importante pour son propre bien, quoi. Et c'est vrai que sur la saison 3 et la saison 4, ça se ressent d'autant plus, autant que sur la première saison, on était dans le contexte du parc et en plus d'un Mmh. parc du Far West, donc quelque chose qu'on est aujourd'hui très facilement capable de reconstituer. Enfin, aux États-Unis, j'imagine qu'il y a plein de lieux de tournage qui Oui. peuvent être accessibles, etc., etc. Enfin, même s'il y avait aussi plein d'autres décors, mais en tout cas, on était sur quelque chose de beaucoup plus restreint. Là où plus la série avance, plus elle prend effectivement une ampleur qui doit être en fait tout simplement coûteuse, quoi, et qui fait que quelque part, ça rend le récit, à la fois, trop important pour ce qu'on arrive à nous montrer et en même temps, l'oblige à prendre quelques raccourcis et surtout que je crois que dans la dernière saison, il y a moins d'épisodes, puisqu'il me semble qu'on a 8 épisodes au lieu de 10. Mmh. Donc effectivement, il y a certainement, dans la gestion de toutes ces idées, une espèce de gourmandise, qui un peu aurait dû être, triée, avant d'avancer, quoi. Flagada nous dit: «Pour moi, la série est dans la lignée de Lost et Mister Robot, des séries qui visent l'introspection plutôt que l'action. Elle aura sûrement un succès d'estime après coup, comme ces 2 séries que j'ai citées». Ça reste effectivement une série qui est très bien, enfin, qui reste, qualitative, à plein d'égards par rapport à plein d'autres, donc c'est sûr qu'il y a des gens qui risquent de la retenir de toute façon, ça c'est sûr. Et on nous dit aussi, petite anecdote, Jonathan Nolan a réalisé l'épisode, genre et l'a considéré comme un de ses meilleurs travaux. Pour moi, c'est le plus mauvais épisode de la série. J'ai l'impression qu'il n'a pas réussi à transmettre ses idées. Alors je me souviens plus quel est cet épisode, mais et on dit bonjour à Guilic qui nous rejoint sur ce live et qui pour le coup, a préféré justement cet épisode. Comme Donc, quoi, hein, vraiment. voilà, comme Mais quoi. tu vois, tu parlais du coût aussi engendré par, au fur et à mesure des saisons et là, on voit avec les images qui tournent des saisons, notamment des saisons 3 et un peu les saisons 4, heu, on se retrouve avec, enfin, c'était déjà le cas dès la première saison, mais il y a une très grosse attention qui a été portée à la photographie dans la série, ce qui peut être très bien, hein, c'est au contraire, voilà, Mmh mh. on a la chance d'avoir, des très belles productions. Le souci étant que j'ai l'impression que par moment, on est tellement focalisé sur la photographie, sur ce côté, bah, voilà, ça va faire un très beau fond d'écran, que ça suit pas derrière. Ou qu'on est, je sais pas, on est tellement pris dans la photographie que, l'intrigue suit pas. Enfin voilà, j'ai l'impression qu'il y a un décalage, j'arrive pas bien à mettre le doigt dessus, mais que
Heu, c'est ou alors c'est tellement beau qu'on n'arrive pas à se projeter Mmh. dedans, enfin je sais pas. Il y a quelque chose qui me Oui. bloque à ce niveau-là, qui fait que, alors voilà, c'est magnifique et que, si on fait arrêt sur image, sur quasiment tous les plans, c'est très travaillé. Il y a des très beaux effets de lumière avec des effets de nuances, de clair-obscur et cetera, qui renforcent aussi, hein, toute, l'ambiguïté de la narration. Mais je trouve que, ça sert pas suffisamment le récit, ça sert pas suffisamment la construction et l'évolution du récit, plus exactement. Voilà, je sais pas si c'est clair, à mon avis pas du tout, Si, si, mais si. c'est Si, très si, 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 beau, si, si. mais j'ai envie de dire voilà et qu'est-ce qu'on en fait quoi maintenant? Mmh. Ouais, c'est sûr que dans la saison 3 et 4, on a vu, un peu une recrudescence de plans qui, usent, qui jouent de son architecture plus urbaine forcément et donc qui crée tout un rapport, au reflet, à la vitre, à la Mmh, symétrie et cetera, qui peut être intéressant mais, qui parfois, on a l'impression effectivement qu'il est qu'il espère se suffire à lui-même et qui bon, oui. c'est pas assez Ah le puis cas, quoi. moi ça m'a fait bugger sur certains plans. Quand on a je crois que c'est au pied de la tour, pour arriver à la saison 4, on a une espèce d'esplanade avec de l'eau. Alors il y a de l'eau partout, hein, de toute façon, c'est Oui, voilà, pas anodin non plus. Mais il y a une espèce de nid, en bois, enfin, ouais, ouais. qui fait très pseudo-reconstruction naturelle dans un truc Oui. très urbain et moi, j'ai buggé pendant 5 minutes, ce qui fait que j'arrivais pas à suivre l'histoire en me disant: «Mais pourquoi l'architecte, il a fait ça, en fait?» tu vois? Je Mmh. je bloquais sur la construction en me disant: Trouvez-moi «Mais» l'architecte. voilà, j'étais peut-être trop dedans, du coup. Ouais, non, c'est effectivement, il y a bah, le rapport au nid, il est évident visuellement, il y a vraiment ce truc-là, effectivement, il y a des artistes, d'art contemporain qui bossent beaucoup là-dessus, et bon, j'ai pas essayé de creuser plus, mais effectivement, c'est vrai que ça crée un accident visuel quelque part que tu as envie de regarder et analyser, mais, bon, peut-être qu'il y a des gens qui vont avoir des idées super intéressantes sur l'explication de pourquoi c'est là, Sans doute. certainement. «Éclairez ma lanterne, s'il vous plaît. C'est Expliquez-moi ça. pourquoi on a un nid à cet endroit-là». On a un nid parce que on est effectivement dans l'antre de la mer peut-être, tu vois? Il y a ce rapport, évidemment, à Charlotte et tout ça, quoi. Mais bon, Ouais. on est déjà en train de parler de la saison 4 là, donc voilà. Mes amis, je vous propose qu'on y aille, franchement. Dernière alerte, aux gens qui nous suivraient sur le chat et qui seraient, pas à jour sur la série. On va rentrer du coup, dans la saison 4 et surtout on va, en fait, spoiler comme des cochons, hein, j'ai envie de dire. On se le disait, on peut pas, ne pas, parler de l'entièreté de l'histoire ou en tout cas de détails et cetera de la saison 4 pour aller, un peu plus profondément, dans cette saison. Donc si vous êtes encore là et que vous avez pas vu la série, n'hésitez pas à revenir regarder la série, revenez regarder le replay ou écouter le podcast quand il sera disponible, ça sera aussi très bien. En attendant, Justine, je te propose, si tu le veux bien, de résumer un peu cette saison, nous rappeler un petit peu quels sont les enjeux, et puis faire un petit étude rapide de la saison avant qu'on rentre dans le vif du sujet. J'ai essayé de, réfléchir un petit peu, en revoyant la saison 4. J'ai essayé de réfléchir aux arcs narratifs principaux parce qu'en fait, on peut se perdre aussi facilement dans des détails. Donc je vais essayer d'aller à l'essentiel en étant claire, ce qui est pas forcément gagné, donc j'espère ne rien oublier en route. Quand la saison 4 débute, on se trouve 7 ans après la fin de la saison 3. Donc c'est bien, on a bien le temps d'oublier les arcs narratifs qui précèdent. On est donc 7 ans après et Caleb et Maeve ont fini en fait de traquer les restes de cette espèce de super ordinateur Jéroboam ou Rehoboam qui prédisait et contrôlait en fait les vies humaines. Ils avaient détruit une grosse partie à la fin de la saison 3 et en fait ils ont continué pendant quelques temps à détruire tout ce qui restait. Pendant ces 7 années, ils se sont séparés et Caleb a fondé une famille. Il a eu une petite fille qui s'appelle Frankie. C'est important pour la suite. Pendant ce temps, Charlotte, qui est donc en fait un host, qui, alors, je rappelle très rapidement, mais qui était en fait un des doubles de Dolores, mais qui est redevenu plus ou moins Charlotte. Ouais, vous avez oublié ça vous aussi, hein, bah voilà.
clairement. Mais donc pendant ce temps, Charlotte, qui avait pris un peu le pouvoir dans toute cette entreprise, a continué à étendre son emprise économique et politique sur le monde entier en remplaçant des personnes importantes, en les éliminant, clairement, en les remplaçant par des robots, des hosts. Et en parallèle de ça, avec son entreprise, elle a créé des mouches qui infectent les humains en les rendant contrôlables. Ils se rendent compte qu'ils ont fait pas mal de tests et que c'est efficace sur certains adultes, mais c'est surtout très efficace sur les enfants. Ce qui fait que ils vont contrôler toute une génération d'enfants et que la génération suivante grandit sous le contrôle en fait de cette compagnie. Grâce à une immense tour très moche au passage qui émet des sons qui vont permettre de contrôler les humains en fait comme si c'était des robots qu'on avait programmés. Ce qui fait que la frontière entre host et humain est de plus en plus ténue au fur et à mesure de cette saison. Donc les humains sont régis par des arcs narratifs ou des boucles qui vont être écrits par une certaine Christina, qui est en fait Dolores, coincée dans un genre de simulation, parce que Charlotte l'a mise là. Et au cours de la saison, Christina, que je vais appeler Dolores pour simplifier, découvre au fur et à mesure ce contrôle qu'elle a et que ce qu'elle écrit sert en fait à manipuler des gens. Et donc ce contrôle dont elle dispose est donc la nécessité pour elle de retrouver à la fois son identité, sa liberté et sa conscience. Pendant ce temps-là, Maeve et Caleb continuent de lutter contre les restes de Jéroboam et contre Charlotte de façon générale et contre son entreprise, si bien qu'ils vont être tués dans l'opération, mais c'est la joie de Westworld, ils vont être tous les deux reconstruits au cours de la saison sous des formes de host. Donc dans le cas de Maeve, elle va être réparée et reconstruite correctement. Et dans le cas de Caleb, le temps va passer, si bien que d'un humain mort, il va devenir un host, et même plusieurs, parce qu'ils vont faire un grand nombre de copies, j'ai arrêté de compter, de lui pour réussir justement à le contrôler. Et quand je dis que le temps passe, c'est que dans la première partie de la saison, on se situait donc 7 ans après la saison 3. Là, on se situe petit à petit 23 ans après cette timeline. Voilà. Ce qui fait que je disais que les enfants avaient été infectés par des mouches et grandissaient et étaient contrôlés par Charlotte. Ces enfants sont devenus des adultes et on a donc toute une partie de la population mondiale, une énorme partie de la population mondiale qui est contrôlée par cette fameuse tour qui émet des bruits. Il y a toutefois quelques résistants qui ont réussi à échapper à ça et qui sont traqués par les robots. Et parmi ces résistants, on va retrouver une certaine Frankie, la fille de Caleb. Ah, magnifique, on l'avait pas vu venir ce coup-là. Ce qui fait que 23 ans plus tard, en fait, elle participe à une forme de résistance et elle va être aidée par ceux que j'appellerais les hosts héros de la série, à savoir Caleb qui est désormais un host, Maeve qui est toujours là, mais on retrouve aussi Stubbs et Bernard qui essaient en fait d'arrêter Charlotte, qui essaye de libérer l'humanité selon un plan qui a été établi par Bernard, qui a pu faire des tas de simulations, un peu façon Doctor Strange, en mode Endgame. Voilà, il a vu qu'il y avait une possibilité pour sauver tout ce petit monde. Donc, il va mettre en place tout un plan pour pouvoir essayer de sauver quelque chose, parce que clairement, il ne pourra pas tout sauver. Pendant que, au contraire, Charlotte, aidée de William, qui ensuite finit par la trahir, veut au contraire mettre un terme à l'humanité, parce qu'ils se sont rendus compte que les méchants humains ont une mauvaise influence sur les robots, sur les hosts. Ils les font questionner en fait la nature de leur propre réalité, si bien qu'on a de plus en plus de hosts qui sont poussés au suicide. Et voilà, Charlotte se rend compte que son plan n'a pas marché et elle préfère liquider l'humanité ou en tout cas mettre dans un coin en attendant de pouvoir faire mieux. William, qui est un robot, un host, je sais que c'est pas vraiment des robots, mais c'est beaucoup plus simple. Pendant ce temps, William prend lui aussi une forme d'indépendance.
tue le vrai William, qui n'était finalement pas mort à la fin de la saison 3, mais qui avait été cryogénisé, hein. On reste Ah dans une ah! esthétique de parc d'attractions, façon Disney, hein, clairement, avec, un des fondateurs, cryogénisé. Et donc voilà, William prend son indépendance, il tue le vrai William, il, tue Charlotte, mais qui revient, hein, voilà, sinon c'est jamais fun. Heu et tout ce petit monde avec toutes ces luttes essaye d'atteindre le sublime, ce qui dans la saison 2 était justement, hein, the Valley Beyond, cette espèce de paradis, cloud pour, les hosts. Certains essayent de l'atteindre pour pouvoir être tranquilles, d'autres essayent de l'atteindre pour pouvoir le détruire ou, voilà, aller tuer tout le monde, globalement. Heu, Sauf que, bah, quand William prend son indépendance, il fait pas les choses à moitié, clairement, et il décide de reprogrammer, à la fois les hosts, qui sont dans le monde et tous les humains qui sont, contrôlés par les fameux bruits, hein, de la tour, pour que tout ce petit monde s'entretue sur la planète, visiblement. En tout cas, c'est comme ça que c'est présenté. Pour ne laisser globalement que lui, qui pourrait aller, se faire plaisir et tuer tout le monde dans le Sublime. Il a vraiment pété un câble, hein, je pense, au fur et à mesure des saisons, je pense qu'on peut le dire. Ce qui fait qu'on a l'idée à la fin de la saison que, l'humanité est décimée parce que tout le monde est en train de s'entretuer. Ça va se faire petit à petit et je pense que si on a une saison 5, on se rendra compte qu'il y a des survivants qui se sont terrés, par-ci par-là, voilà, façon, n'importe quel film de zombies, hein, globalement. Heu, mais voilà, l'humanité est morte ou en tout cas sur le point de mourir, mais heureusement, Bernard avait justement ce fameux, plan, pas du tout compliqué, hein, c'est ça qui est bien, heu, qui vise à sauver quelque chose et il se rend compte que si on ne peut pas sauver l'humanité, on pourra peut-être sauver, heu, une forme d'espoir à travers les, hosts, à travers ces robots et il va placer cet espoir en Christina/Dolores, heu, pour lui confier la mission de, reconstruire quelque chose dans le sublime, reconstruire une forme de nouveau monde et de paradis parce que, Dolores est persuadée que, les hosts peuvent être meilleurs que les humains, meilleurs que ce qu'ils ont été jusqu'ici et donc voilà, là, on est vraiment sur la fin de la saison 4, sauf s'il y a une scène post-générique que je n'ai pas vue. Mais on a l'idée de Dolores qui reconstruit un Westworld, elle reconstruit un monde de western, mais peuplé uniquement de hosts, hein, si j'ai bien, compris, surtout, interrompez-moi, pour reconstruire une nouvelle possibilité et refaire un nouveau parcours qui, cette fois, avec un peu de chance, ne mènerait pas à l'extinction Mmh. totale de la vie. Bravo. Bravo, franchement. Ça ressemble pas à grand-chose, mais voilà. L'exercice était compliqué, mais je pense que tous ceux qui nous écoutent, auront une bonne vision du coup des différents arcs narratifs qui ont composé cette saison 4. Désolée, ça part dans tous les sens, Heu hein, mais voilà. Pas de souci. Flagada va nous préciser un détail a priori dans le chat. En tout cas, merci Justine. Alors c'est vrai que comme on le dit comme ça, bah, c'est une série qui est riche, enfin c'est une saison qui est riche, d'éléments. Il y a beaucoup de choses, et il y a notamment une temporalité qui est vraiment très, distendu puisqu'on a 2 sauts temporels assez importants, dans la série. Enfin, un qui est vraiment très, très important et un autre, celui du tout début qui est, quand même conséquent avec quelques années, au moins, bah, une petite dizaine d'années puisque Caleb a eu le temps d'avoir une fille, dans le laps de temps qui sépare la saison 3 de la saison 4. Hem et donc effectivement, beaucoup de choses à dire sur, cette saison, pour Westworld qui, a eu moins d'épisodes et qui, bah, se conclut sur, quelque chose qui pourrait éventuellement être ou une fin ou en tout cas une espèce de recommencement, comme le dit Bernard, hein, one last game,
une dernière partie pour essayer de, presque comme au poker, essayer de sauver la mise et de récupérer à peu près tout, quoi, ce qui a été perdu en l'espace d'une saison. Flagada nous dit une des clés de la série Tous les robots sont une part de Dolores et surtout un des thèmes, c'est l'immortalité, mais pas franchement forcément du corps. On vit aussi longtemps que Mmh. quelqu'un se souvient de nous. Dolores va se souvenir dans la saison 5 de toutes ces personnes pour refaire une itération de Westworld. Ouais, c'est effectivement, un des trucs, je trouve, qui est un peu compliqué à comprendre. C'est que, Christina, donc slash Dolores, se rend compte effectivement qu'elle est une simulation elle-même, qu'elle est une intelligence artificielle, en tout cas un reliquat de ce qu'était Dolores avec sa perle de conscience et puisque finalement, à la fin de la saison 4, le monde tel qu'on le connaît est totalement anéanti, hein, puisque en gros les humains et les autres se sont entretués jusqu'à ce qu'il n'en reste plus que quelques-uns. C'est dans le monde virtuel que va pouvoir se reconstruire une civilisation ou en tout cas quelque chose d'un peu plus un peu moins disloqué, quoi. Donc là-dessus, je trouve que bon, on reparlera peut-être de la fin tout à l'heure, mais en tout cas, oui, j'avoue que moi aussi j'avais un peu, ça s'est un peu précipité cette révélation et ce qui s'est passé vers la fin par rapport à tout ça, c'était un peu précipité. Hem, Briac, qu'est-ce que tu as pensé de cette saison 4 donc? Je sais que tu m'as dit que c'était une saison un peu en dents de scie pour toi. Oui, alors ça va être un peu parce que moi je l'ai fini hier soir en fait, j'avais un peu de retard et donc je suis pas encore forcément, sûr de ce que j'en pense. Je peux pas vous donner un avis, définitif et comme je vous l'ai dit en plus quand j'ai revu la première saison de Westworld, j'ai complètement changé d'habitude donc j'ai juste quelques Bien sûr. éléments. Hem, i Ce que j'ai aimé, en particulier, c'est que, heu, pour une fois, Westworld n'a pas essayé de trop garder de choses pour la fin de saison et que ça a été peut-être un peu mieux dispatché dans l'information. Par exemple, j'ai trouvé que, on devine assez rapidement, je trouve que Bernard et Stubbs sont pas forcément, dans la même timeline que les autres Mmh. personnages. Mais je pensais pas qu'on atteindrait enfin, en gros, que tous les personnages se réuniraient aussi rapidement, parce que c'est à la fin de l'épisode Mmh. 4, si je me souviens bien, que d'un coup, on a le time jump et tout. Et ça, je pensais que ça arriverait beaucoup plus tard, enfin, qu'en tout cas, cette situation-là serait éclairée. Et finalement, c'est cool que ça aille aussi vite et qu'en plus, ça nous place dans une situation super intéressante qui est le monde dirigé par Dolores Hale et l'idée d'avoir bah, l'inversement du parc, où cette fois-ci, c'est les guests qui dirigent, enfin, qui jouent avec. Enfin non, les autres qui jouent avec les guests, et cetera. Donc le reversement de la saison 1, tout ça. Ça, j'ai trouvé ça très bien. Très intéressé aussi par cette fin, cette idée de si on a une saison 5 effectivement, de transformer Westworld en boucle et de refaire la boucle et de venir jouer avec toutes les références qu'on peut avoir à la saison 1, de toutes les moindres dans les moindres détails, enfin de rejouer cette idée-là. Je trouve ça toujours super intéressant de toute manière. Et moi, une scène qui m'a vraiment énormément plu, en fait, c'est dans le tout premier épisode. J'étais pas, hyper convaincu par le premier jusqu'à cette fin, en fait, sachant que donc moi, on n'a pas parlé trop, enfin, on a parlé un tout petit peu de la saison 3, mais moi aussi un de mes blocages sur la saison 3, enfin, il y en a 2, c'est que je trouve que la représentation du monde est pas hyper intéressante, du monde en dehors du parc, qui est très, cyberpunk, assez classique. Enfin, moi, elle est très bien faite, mais elle était pas aussi évocatrice que le parc et du coup, c'est dur d'essayer de rentrer dedans. Alors après, finalement, c'est logique puisque les gens qui vivent dedans ont besoin d'aller dans le parc parce que donc c'est-à-dire qu'eux aussi, ils se font chier dans leur propre monde d'une certaine manière, donc c'est logique que ça ne soit pas aussi, intriguant. Bon, il y avait ça, du coup, qu'on retrouvait pas mal en début de saison 4. Et l'autre problème que j'ai, alors moi, c'est plus dur, mais c'est, Aaron Paul en Caleb, qui est un acteur que j'aime bien, mais je suis vraiment pas, convaincu par le personnage de Caleb. Je le trouve vraiment pas très, très intéressant et l'interprétation de Paul, pareil, je trouve qu'il joue tout un peu de la même manière et du coup, j'ai eu du mal avec lui en saison 3 et début de saison 4, j'étais: «Ah putain, c'est reparti avec lui, c'est pas possible» Il est et en encore fait là, mince. c'est ça. Et par contre, j'ai beaucoup aimé Il y donc en a même plusieurs. ouais, c'est ça, attends, 15 KLM, mais c'est pas possible, arrêtez. Et par contre, la toute fin, de l'épisode 1, alors si vous vous souvenez, c'est, Dolores, donc Christina, qui est en fait en train de réfléchir, qui dit que, elle avait envie d'écrire un happy end, enfin, en gros, une fin positive. Elle dit: «Bon, tout le monde va se enfin, en gros, les gens s'en fichent, on se moque de moi, mais moi, j'ai envie d'écrire une fin positive». Elle est sur son balcon et là, il y a donc le morceau de Lana Del Rey qui commence et on voit Teddy.
Et cette scène, elle est super intéressante parce que, en fait, moi, juste avant, j'avais vu une communication de Sarah Hatchell, dont on a déjà un peu parlé dans l'émission, mais donc qui est une chercheuse qui travaille sur les séries et sur Shakespeare. Et en fait, récemment, elle avait parlé du fait que les pièces tardives de Shakespeare sont particulières parce qu'à la place des tragédies qu'il a pu faire avant, on a des fins alors, où on nous dit qu'on transforme les souffrances des personnages en joie nostalgique. Donc souvent, elles provoquent un peu un rejet de la part donc des personnes qui vont les voir parce qu'elles ont une fin un petit peu ouverte, positive, on se reconnaît, on se transforme et cetera, qui sont très différentes des fins de tragédie. Or là, on a, donc une série qui cite en permanence Roméo et Juliette, hein, avec, These Violent Delights Have Violent Ends. Je ne vous cache pas que ça ne se finit pas très bien, Roméo et Juliette. Et là, on est dans une scène qui rejoue Ah la bon? scène du balcon de Roméo et Juliette, dans Mmh. laquelle le personnage dit: «Je veux faire une fin positive» et donc qui ouvre vers ces romances tardives de Shakespeare et donc, une manière différente d'écrire et donc sortir de la tragédie et c'est une proposition que je trouvais super intéressante. Alors, est-ce qu'on en est là? Peut-être, c'est la voie qu'ouvre la fin de la saison 4 et c'est pour ça que j'aimerais vraiment voir cette saison 5 si on poursuit dans cette direction qui est évoquée par cette toute fin d'épisode 1 et moi, c'est vraiment je pense que j'ai préféré, c'est ça, en fait, dans la saison. Après, Mmh. une fin positive, ça peut être justement cette, reconstruction d'un nouveau monde, pour les C'est hosts, ça. c'est extrêmement positif. Même si l'humanité s'est entretuée dans d'atroces souffrances, tu vois? C'est une notion de la fin, heureuse qui est bien spécifique, mais c'est techniquement Heu, possible. disons que c'est encore un point d'interrogation parce que Dolores dit: «Je vais faire un dernier test, on fait un dernier jeu» et on ne sait Voilà. pas là où va aboutir ce dernier jeu. Est-ce que ce sera définitivement: «Non, c'est fini, ça vaut pas le coup, faut qu'on mette fin à toute forme de conscience» ou est-ce que s'il y a peut-être une possibilité? C'est pour ça qu'on la veut cette saison 5. Justine, ton retour, enfin un premier retour sur cette saison 4, comment tu l'as Heu, perçue? Est-ce que tu as été embarquée? alors oui et non. La réponse qui sert à rien. Je vais commencer par Tu es rebondir normande, sur, non? exactement, voilà, d'adoption. Je vais commencer par rebondir sur, ces références, permanentes à Shakespeare, heu, parce que justement, moi, ça m'a un peu gonflé, mais je pense aussi parce que j'ai enchaîné, en fait, la saison 4 de Westworld et saison de The Sandman et OK, on a compris que Shakespeare, c'était important, mais enfin, arrêtez quoi, il y a pas que Shakespeare, dans la vie et voilà, ça m'a un peu gonflé au sens où dans tous les épisodes, tu as du Shakespeare d'une façon ou d'une autre, et ce qui est à la fois très bien, mais un peu, voilà, j'ai un peu saturé d'avoir les 2 back to back et voilà, donc effectivement, Roméo et Juliette, tu vas me dire: «Mais faut arrêter, en plus ils ont 13 ans, c'est insupportable», enfin voilà. Non, mais c'est tout. Ça, c'est mon côté un peu blasé, trop de Shakespeare tue le Oui. Shakespeare. Donc voilà, après, il y a des trucs qui, moi, enfin, c'est pas qui m'ont pas plu, je trouve que ça marchait pas trop bien, avec justement cette histoire de saut dans le temps, parce que, le fait qu'on soit voilà, une petite dizaine d'années, 7 ans après la fin de la saison 3, OK, je trouve que ça marchait bien. Mais le fait qu'on se retrouve ensuite, 23 ans plus tard, le seul intérêt que j'ai vu véritablement, c'est que, on a justement toute une génération qui a grandi, qui est la génération de Frankie et en fait, on va surtout s'intéresser à ce personnage-là. C'est pour ce personnage-là qu'on a un saut dans le temps. Parce qu'en fait, Mmh. vu que 90 des autres, c'est soit des hosts, soit des personnages imaginés par, Christina Dolores, Christina, ouais. ils vieillissent pas. Donc même si on a différentes temporalités, on n'a pas de Mmh. signe de vieillissement et c'est quelque chose qui m'avait, gênée un peu dans, la première saison de The Witcher, où on avait 3 chronologies différentes, qui étaient imbriquées et le souci étant que, les personnages ne vieillissaient pas parce qu'on avait, la seule qui avait été susceptible de vieillir, c'était, le la princesse, Ciri Série. et en fait sa temporalité à elle, ça se passait je crois sur 2 semaines, donc forcément il y a pas de vieillissement et les autres personnages sont pas des immortels, mais en tout cas qui ont voilà, une magicienne et un sorceleur qui font qu'ils ont pas de signe de vieillissement, même si on a 80 ans qui passent et ce qui fait que, bah, voilà, pour les gens qui, par exemple, connaissaient pas les livres, c'était un peu compliqué. Là, j'ai retrouvé la même difficulté au sens où on n'a aucun signe qui nous permet de voir que, le temps a passé. On ne peut même pas s'appuyer sur des éléments, d'architecture parce que, bah, l'architecture, justement, elle est très, très lisse, Mmh. très idéale. Voilà.
C'est un plan d'architecte, avec un nid, donc au milieu, on ne sait pas pourquoi, mais voilà, j'ai trouvé ça très lisse et du coup très fade. Mais parce que c'est l'idée aussi que c'est des mondes qui sont contrôlés, hein, donc c'est volontaire. C'est contrôlé par Jéroboam et ensuite par euh, Charlotte et Delos pour justement que ça soit carré, que chacun soit à sa place, etc. Donc c'est cohérent. Mais je trouve que du coup, ça manque de vie, ça manque de profondeur et ce qui fait qu'on ne peut pas s'appuyer sur ces éléments, heu, architecturaux ou ces éléments vestimentaires, par exemple, pour voir qu'on a 20 ans qui sont passés. Vous prenez, n'importe quelle photo de vous il y a 20 ans ou de vos parents, vous vous rendez compte que la mode a Mmh. changé. Donc voilà, c'est des choses toutes bêtes, mais parce qu'on n'a pas ça, heu bah, en fait, qu'on soit, je sais plus quand ça se passe, mais qu'on soit en 2050 ou en 2070, la seule différence qu'on a, c'est que la technologie est un tout petit peu plus avancée pour faire des trucs absolument exceptionnels, mais qui, de toute façon, pour nous, sont futuristiques, donc il y a pas trop de différence, si vous voyez. Donc voilà, c'est ce côté temporalité qui il me manquait quelque chose pour y croire. Voilà, au Mmh. fait qu'on était passé, on avait, sauté 20 ans et le seul personnage de Frankie, bah, voilà, ça me suffisait pas pour, j'aurais voulu que le monde soit vraiment parti en sucette 20 ans après ou quelque chose comme ça, que je veux pas qu'on se retrouve dans Mad Max, mais voilà, il me manquait des éléments même esthétiques pour, Mmh. passer de l'un à l'autre. Ça, c'est vraiment pour la partie, visuelle avec ce système de timeline. Après, j'aime bien la saison parce qu'on retrouve plein de personnages qui étaient morts et qui en fait sont pas morts. Parce que moi je suis fan de Maeve et que voilà, il y a Maeve donc je suis contente. Je suis très paradoxalement, fan de William parce que c'est quand même un gros taré, et j'aime beaucoup l'acteur aussi, donc voilà, ça marche Mmh. pour moi à ce niveau-là et mon petit coup de Puis cœur l'acteur, per quoi. mais voilà, l'acteur, franchement, voilà, il peut faire ce qu'il veut. Et mon petit coup de cœur, c'est que, dans cette saison, même si elle a un rôle extrêmement limité, on a, l'actrice, Ariana DeBose, qui est, voilà, mon coup de cœur, perso depuis quelques années. Donc, rien que parce qu'elle était dedans, de toute façon, j'aurais regardé la saison, si vous voulez, donc quoi qu'il se passe. Voilà, je trouve que le personnage n'était pas assez exploité, mais Ouais. c'est le principe aussi. C'est parce Qui que joue quel c'est un per personnage, excuse-moi? c'est ouais, pardon, c'est la, colocataire de La roommate, Christina. ouais, OK. Voilà, OK. Mmh mh. Sa qui, sa partie, d'elle, dont on apprend que c'est sa partie d'elle qui est choisie de voir, C'est ça. l'aspect positif des choses, quoi. Mmh. c'est ça et qui est, alors après qui est un personnage intéressant au sens où elle va ramener quand, je crois que c'est dans le tout premier épisode où elle propose, 2 paires de chaussures, à Christina, une paire de chaussures blanches, une paire de chaussures noires, faisant écho au choix de chapeau, de cow-boy blanc et noir dans, la première saison. Ouais, c'est pas mal. Après pour ce rappel esthétique, quand tu sais que les chapeaux, en fait, servent à contrôler, à lire les pensées des gens, le parallèle avec les pieds, tout de suite, est beaucoup moins intéressant. Mais, voilà, Mmh c'est mh. et voilà, des effets de parallèle comme ça, des effets Mmh. de boucle, justement, qui, je trouve, fonctionnent très bien et rien que pour ça, je sais même pas si finalement j'ai envie d'une saison 5 parce que je trouve qu'on a un côté cyclique là Ouais. qui est bien proposé quand même, à la fin de cette saison Mmh. 4. Ouais, c'est vrai. Pour ma part, moi, je suis a j'avoue être un petit peu déçu de cette saison. Westworld, c'est une série, que j'aime beaucoup, j'aime ses thèmes, j'aime, heu, ce qu'ils arrivent à nous proposer de manière générale, dans l'aspect, science-fictionnel des choses et tout ça, donc ça me plaît plutôt bien et là, j'ai trouvé, pour la première fois alors déjà, j'ai trouvé, ce qui n'est pas forcément un défaut, que, on était moins dans une complexité, narrative que, dans les précédentes saisons. Alors certes, il y a plein de clins d'œil, il y a plein de choses à Mmh. décrypter, il y a plein de trucs à voir et tout ça, mais de manière, heu, global sur, la manière dont sont intriquées, les différentes storylines, finalement, c'est assez linéaire. Comme tu le Ouais. disais, Briac, on arrive assez vite à cette révélation, mais en fait, qu'on avait quasiment deviné depuis, la fin de la saison 3 et donc effectivement, c'était ça, la scène post-gen de, la saison 3, c'était, Bernard dont on voit qu'il se réveille, tout couvert de poussière et tout Poussière. ça, après avoir été dans le Sublime, donc dont on sait qu'effectivement, il y avait
le temps qui s'était passé par rapport à ça, bref. Donc, ce que j'ai interprété en me disant: «OK, ils ont un peu retenu une certaine leçon de, la série, est, un peu trop complexe, il faut, simplifier un peu les choses pour que, peut-être les gens reprennent un peu le train en marche et le train et soient, Oui. peut-être un peu adhèrent un peu plus à cette saison. Je sais pas, peut-être que c'est pas ça, c'est pas ça qui a guidé, la manière dont a été écrite cette saison, mais voilà. Ouais, mais Hem, enfin, dans ce cas-là, je veux dire, les gens qui ont décroché en saison 2 ou en saison 3, je les vois mal revenir en saison 4, parce que si tu veux comprendre la saison 4, tu es obligé oui. d'avoir, vu et si possible revu Ouais, il y a ouais. pas longtemps Non, mais là, c'est sûr. C'est pour ça, je dis, je sais c'est c'est possible, vraiment pas hein, pour mais ça, c'est peut-être pas pour ça que quoi, mmh. mais paradoxalement, je trouve que et c'est encore plus symptomatique sur la fin de la saison, heu, ils vont très, très vite, je trouve sur, bah, la résolution en fait de certaines choses et du coup, on perd un peu, je trouve que les enjeux, ont moins de poids puisque, et notamment autour du personnage de Charlotte, où je trouve que le personnage de Charlotte porte quand même un truc qui est hyper, intéressant sur cette saison de, finalement ce personnage qui a tout réussi, qui a été au bout de son ambition, et qui se rend compte que, bah, tel, comme elle le dit elle-même, les dieux, de la mythologie, bah, une fois qu'on est arrivé au bout, bah, en fait, on se fait chier, quoi. C'est quoi l'étape d'après? Bah, finalement, finit par, être, enfin, certes, du coup, elle sert, le plan de Bernard et tout ça, mais je trouve qu'à un moment donné, ce personnage, il va pas au bout de ce il serait censé vraiment, représenter comme, quelque chose de jusqu'au boutiste et à travers son plan final qui est, du coup, une notion qui est hyper intéressante, dans la science-fiction de manière générale, qui est la transcendance. Je trouve ça, mais pardon, tout pourri, en fait, la manière dont, la série nous le montre, quoi. C'est-à-dire que le concept est super génial et à chaque fois que je vois ça, moi, ça me fait penser à cet épisode de Battlestar Galactica où un des Cylons, qui est joué par, l'acteur qui joue dans, Code Quantum, je suis désolé, il est décédé, l'année Dean dernière, Stockwell. voilà, dit, en gros, il explique qu'il est hyper, en colère contre ses créateurs parce qu'ils lui ont donné cette forme humaine et que c'est Mmh. une forme qui sert à rien, quoi. Qu'il est esclave de cette forme alors que en tant qu'entité, cybernétique, numérique, il pourrait avoir toutes les formes qu'il veut, il pourrait, et j'avais trouvé cette phrase brillante à l'époque parce que je m'étais jamais fait la réflexion, enfin je m'étais jamais dit: «Oui, on peut voir une espèce de perfection dans le fait de créer, un être, cybernétique à notre image», mais en fait, pour un être dont tous les possibles, enfin dont qui serait potentiellement le réceptacle de tous les possibles, bah, c'est une prison pour lui d'avoir ce truc-là, quoi. Et là, qu'est-ce qu'ils nous font dans Westworld? Ils nous transforment ça dans une espèce de réceptacle. Alors certes, donc globalement, hein, pour les gens qui n'ont pas vu la série et qui veulent se faire spoiler, en gros l'opération ne consiste qu'à transférer, la sphère qui représente vraiment la personnalité de l'hôte, enfin en dehors de son corps et dans une espèce de piédestal mouvant, puisqu'on se rend compte vers la fin de la série que cette espèce de truc on aurait pu prendre pour des statues ou à la limite on aurait pu croire qu'ils étaient reliés éventuellement à quelque chose de numérique, se déplace, quand même. Enfin, j'ai pas compris du tout, ce truc-là et en plus, c'est quand même assez vite, éludé dans, Mmh. on en est où de ça? Les autres qui ont réussi leur transcendance, qu'est-ce qu'ils deviennent quoi? Le but était d'aller dans le sublime? Est-ce qu'au contraire, le but était d'errer sur terre? Je sais pas, il y a vraiment un truc que j'ai pas compris à ce moment-là, et j'ai trouvé ça un petit peu dommage. De même que finalement le cheminement de William qui, je trouvais hyper intéressant, justement, l'espèce d'arc de rédemption du personnage qui, en passant d'humain à hôte, va justement retrouver son humanité, enfin sous sa forme, robotique, quoi. Et au final, bah non, en fait, c'est pas ça ce qui se passe pour le personnage, il devient encore plus vénère. Il se libère de son créateur, certes, mais pour de ses mots devenir une version, la version un peu ultime de lui-même finalement, ou en tout cas, enfin oui, puisque quelque part immortel, mais je trouve ça j'ai moins été embarqué par ce personnage dans cette saison-là, alors qu'à chaque fois, j'ai trouvé assez brillamment interprété et un peu intéressant, enfin assez intéressant dans les autres saisons. Même en saison 3, où il était vraiment perdu dans cette folie, de savoir s'il était humain ou pas et tout, c'était hyper intéressant. Là, j'ai trouvé ce personnage, Heu, il y a des scènes qui sont cool avec lui, mais vraiment la fin où finalement, il revêt ses habits d'homme en noir, il reprend un cheval pour aller au Sublime, j'ai fait: «Bof».
les gars, non. Enfin, Avec le ch pas avec le choix pas comme des ça, quoi. chevaux, il y a un cheval blanc, Oui, un cheval voilà. noir, je fais: «Oh putain!» Avec alors là, ils nous ont fait une Game of Thrones pour le coup, parce qu'il y a une incompatibilité géographique totale entre l'endroit où ils sont initialement, qui est New York, et l'endroit où est censé être le parc. Et lui, il y va tranquille à cheval. Enfin, bon, il y a un truc vraiment un peu étrange dans la gestion de ce truc-là. C'est un cheval I magique. Ouais, c'est ça, ouais. Idem pour, la vision, qu'on nous dépeint donc du futur, quand, on est 23 ans plus tard, et des humains qui sont en dehors du système qui a été créé par Charlotte, qui ne sont donc pas manipulés par, les autres et par, tout le système qui a été mis en place, qui sont justement les fameux, Outliners, si je ne me trompe pas. Outliers, ouais. Outliers, on nous resserre encore là, pour le coup, je trouve qu'en termes de budget et de ressenti de budget, on était vraiment à un niveau très, très, limité, parce qu'on nous resserre la sempiternelle, faction pleine de poussière en habit de paintball, qui, se balade dans des carrières, abandonnées aux États-Unis, quoi, et ce que fait à peu près toutes les séries à un moment donné ou à un autre, pour représenter ce genre de choses. Donc voilà, on va dire que, et pourtant à côté de ça, on sent qu'ils ont de la thune, parce qu'ils arrivent quand même à nous intégrer un parc, un nouveau parc, classique, on va dire, avec le parc des années, 50, la Prohibition, qui est super beau, qui est génial, qu'on voit très, très peu. Oh mais quel est Mais magnifique arc narratif! voilà, mais ça, j'ai trouvé ça intéressant, parce que justement, ils poussent le délire méta Oui. jusqu'à, intégrer dans, les activités que tu peux faire dans ce parc, tout ce qui se passe dans la Mmh. saison 2 de Westworld, avec la découverte du coup, de l'étage, des gens qui gèrent les hôtes et tout ça. Ça, Mmh. j'ai trouvé Pas ça mal, assez ouais. génial, parce que toi, en tant que spectateur, tu te dis, «Ah ouais, ils ont rien appris en fait», tu vois? Ils sont vraiment en Mmh. train de refaire les mêmes erreurs. Ah non, en fait, C'est hyper glauque c'est, quand même. par contre, c'est Rejouer hyper le glauque. massacre, ouais, c'est vachement bien. Mais Et et donc voilà, j'ai été déçu de plein de petites choses comme ça, plein de petites facilités aussi, d'écriture, plein de petites, choses qui font que, j'ai été moins embarqué, et j'ai un peu moins bien compris la fin aussi, que j'ai trouvé précipitée. Après, j'ai bien aimé, ce qu'on nous disait l'apport à l'univers de Westworld de tout ce qui est, lié au numérique. Donc, le travail de Christina au début de la saison, avec le fait qu'elle, rédige des histoires pour un jeu vidéo ou un truc un peu apparenté, le fait que ce soit très méta par rapport au fait qu'au final, on se rend compte que, elle manipule la population à travers ses histoires. Le fait que, le Sublime prenne une place qui est assez importante. Je trouve que du coup, dans les thématiques de Westworld, il manquait encore cette petite pierre-là, et elle est plus présente dans cette saison. Effectivement, elle le sera s'il y a une suite encore plus présente. Mais, heu, et j'ai beaucoup aimé l'épisode, aussi quand même, effectivement, avec, Caleb. Cet épisode où il revit en permanence, enfin, il essaie de sortir de sa prison et tout ça. C'est pas totalement inédit, mais comme, non, mais ça marche. on va dire, truc scénaristique, et puis c'est un peu facile, parce que tu te demandes un peu pourquoi ils auraient laissé des traces de sang un peu partout dans un endroit qui est censé être contrôlé par les autres. Mais j'ai trouvé quand même l'épisode, concept, assez, sympa dans l'unité qu'il présente dans la saison, quoi. Donc ouais, voilà un peu moi mon retour sur cette saison 4. Alors il y a eu pas mal de choses sur le chat qui revenaient un petit peu avant, sur, ce qu'on disait. Je vais en choisir un, Flagada qui nous dit: «Après, qu'est-ce qui vous dit que tout ce que vous avez vu dans la saison 1 de la saison 1 à la saison 4 n'est pas du tout le premier cycle, mais qu'il y en a eu plein d'autres avant? De nombreuses Exactement, choses dans la saison 1, les dialogues et cetera, pointent maintenant dans cette direction. Par exemple, tout la à fait. légende des Indiens du parc raconte des événements de la saison 4 et cetera». Heu, c'est des choses qui commencent à être un petit peu, effectivement, un petit peu dites. Je suis pas entièrement I convaincu, mais bon, si pourquoi pas? S'ils font ça, il va falloir qu'ils justifient la mise en scène parce qu'en gros, pour l'instant dans la série, à chaque fois qu'on est dans le Sublime ou dans une simulation, on passe en scope avec, Mmh. Mmh. donc le ratio d'image qui Oui, change et c'est un indice à chaque fois. À chaque fois qu'elles sont là, c'est c'est que ça. tu es dans le Sublime ou dans une simulation. D'ailleurs, à la fin, on est dedans et du coup, si on nous dit que tout ce qu'on a vu est une simulation, il faudrait introduire un autre univers avec encore un autre ratio d'image pour dire: «Ça, c'était le stade d'avant», sinon ça marche pas. Ça va se On est finir perdu. en 4 tiers, tu En sais? C'est caissière ça, à voilà. l'ancienne. Mais alors par Donc contre, tu voilà.
tu les trucs qui ont posé problème ou qui t'ont gêné. Moi, j'en profite, il y a eu un cumul qui m'a un peu gonflé. C'est l'idée que, les humains sont l'humanité, on va dire de façon générale, est finalement, trop complexe, pour pouvoir être, synthétisée, pour pouvoir être contrôlée véritablement, hein, parce que Charlotte, elle a du mal à Mmh. contrôler, les adultes, avec, voilà, les mouches qui infectent les humains. Parce que, les humains sont trop imprévisibles, parce que voilà, il y avait déjà ça avec, Jéroboam qui faisait que, bah, il y avait ces fameux outliers qu'ils n'arrivaient pas à contrôler, qui rentraient pas dans leurs prédictions. Donc ils avaient trouvé la solution de les parquer, ce qui, voilà, fonctionne toujours bien dans l'histoire de l'humanité. Mais du coup, voilà, il y a toujours cette idée que, ouais, mais on n'arrive pas vraiment à contrôler l'humanité, c'est quelque chose de trop subtil, de trop complexe. Et c'est la conclusion à laquelle arrive Charlotte finalement, parce qu'elle se rend compte que bah, elle pense que les humains ont infecté les hosts, Mmh. et que c'est pour ça qu'on a des hosts qui questionnent leur réalité et qui se suicident, heu, donnant l'idée que elle a dominé, le monde, elle a réussi à contrôler, la terre entière, hein. C'est comme même si on est qu'aux États-Unis, mais c'est toujours une image de la terre Comme entière. d'habitude. Voilà, mais que les humains sont finalement naturellement trop forts et que, ils arrivent à voilà, c'est le petit grain de sable qui vient foutre la merde à chaque fois, et que, les machines, même avec des moyens, de tarés, arrive pas à contrôler ça. Et c'est quelque chose qui revient très fréquemment, généralement à travers l'idée de l'espoir, qui revient encore une fois dans cette saison. C'est toujours le même principe. C'est quelque chose que, voilà, il y a l'idée que les robots, le numérique n'arrive pas à synthétiser, des choses, humaines. Alors, dans certaines œuvres, ça va être l'amour, dans certaines œuvres, ça va être l'espoir ou des choses comme ça. Mais là, ça se retrouve et voilà, c'est le côté ils arrivent à contrôler les êtres humains, mais pas Caleb. Même quand c'est un Mmh. robot, pourquoi lui c'est une exception? Au bout d'un moment, arrêtez quoi. Voilà, c'est le truc qui m'a gonflé, c'est que, bah, si vous voulez faire un monde où les robots ont pris le pouvoir et contrôlent tout le monde, eh ben, ils contrôlent tout le monde. C'est cool. Pourquoi le héros doit être exceptionnel? Pourquoi les humains doivent nécessairement, gagner? Donc, à la limite, que tout le monde s'entretue à la fin, c'est un twist intéressant. Voilà. Mmh. C'est une Bah, façon c'est de ce que détruire cet j'allais espoir, tu vois? ouais, ouais, non, mais c'est ce que j'allais dire. Par contre, ce qui m'a plu dans cette, saison, c'est le côté assez jusqu'au boutiste, des choses. C'est-à-dire que, quand on fait ce saut dans le temps de 23 ans, c'est quand même assez inattendu et effectivement, c'est pour nous présenter, bah, un monde qui, est, irrévocablement, changé, en fait. Enfin, on nous fait quand même bien comprendre que, malgré, qu'il y ait quelques humains qui résistent encore, un petit village, en Gaule qui résiste encore à l'envahisseur, bah, en fait, l'humanité est asservie, ne s'en rend pas compte et la scène d'ailleurs avec Mmh. Charlotte où elle est clairement en train de manipuler tout un groupe parce qu'elle se fait chier et puis elle a envie de faire des trucs, pour passer le temps, est assez glaciale de ce point de vue-là et et hyper intéressante justement dans le fait enfin, pour le coup, il y a tout un truc de se dire: «OK, effectivement, saison 4 le monde est devenu un parc» et quelque part Westworld, là où il y a pas mal de gens qui disaient, genre après la saison bon, enfin pendant la saison 3 ah ouais, mais c'est trop facile. Westworld, au début, c'était un parc et puis maintenant, ils sont plus dans le parc. Ça veut plus rien dire de s'appeler Westworld. Ça pourrait Mmh. être une autre série. Bah, en fait, ils arrivent à maintenir leur concept, quand même, grâce au fait que, on a inversé les choses et que maintenant, c'est les autres qui, sont, en permanence immergés dans un parc à l'échelle du monde, quoi. Et ça, j'ai trouvé ça, je me suis dit: «OK, effectivement, comme tu dis, il y a toujours des exceptions, il y a toujours des héros, il y a» bon, voilà. Mais quand même, je pensais pas qu'ils iraient, jusqu'à ce degré-là de révolution dans la société, quoi, de changement dans la société, quoi. Ça, j'ai trouvé que c'était assez intéressant. Mmh. Bah, comme toi, moi, j'ai eu peur, en fait, quand on est arrivé dans le futur, que justement ce soit finalement une simulation, enfin, justement quelque chose pour nous dire: «Il faut à tout prix empêcher ça».
Comme je sais pas si vous voyez dans Fringe, à la fin de la saison Mmh. 3, on avait un truc pareil où on nous montre: «Ah là là, faut vraiment pas que ça se passe, il faut faire, faut trouver une solution pour pas que» voilà. Et j'ai cru que ce serait ça. On Ouais. nous montre un monde dystopique et finalement, mais c'est pas grave, à la fin, on va trouver un moyen de faire autre chose. Et le fait qu'ils aillent à fond dedans, effectivement, jusqu'au bout, même Bernard à la fin dit: «Non, de toute façon, c'est plié et là, on pourra pas les sauver». Ça, c'était courageux. J'ai trouvé que ça, c'était effectivement un des points forts de la saison. Ouais, effectivement, je regardais un petit peu le chat. On nous dit que, l'idée des Outliers était teasée dès le premier épisode quand Dolores Tout à fait. désigne, à Teddy la vache ah oui, montre à Teddy la vache qui est, le leader du troupeau. Waouh! On est vraiment dans des références très précises, mais je sens effectivement. Et ça, c'est un petit peu la marque, pour le coup des séries alors, j'allais dire des grandes séries, mais en tout cas des séries qui, vont vivre aussi, après coup, et qui vont avoir une vie, sur internet notamment. Mais c'est qu'effectivement, je pense qu'il y a de la matière, même dans cette saison 4 à, faire des liens avec, d'autres, d'autres épisodes, d'autres saisons. Et il y a des gens qui, verront, toujours des idées et des concepts qui étaient présents, au préalable. Et on ne peut qu'espérer effectivement que, les créateurs de la série aient eu, aient cette conscience de quelque chose de cohérent. Après, il y a aussi une part d'interprétation évidemment, on le fait tous. Mais, tu voulais dire quelque chose, Justine, peut-être? Non, c'est une remarque parce que je suis foncièrement contre le concept de quality TV et l'idée qu'on a voilà, des séries de qualité qui alors effectivement, hein, qui sont bien construites et cetera. Mais tu sais, tu disais, heu on va continuer à en parler ou des choses comme ça, qu'il y a des liens à tisser. Oui, mais va dire ça aux chaînes du groupe M6 qui rediffusent La Petite Maison dans la Prairie en boucle depuis 25 ans. Si tu veux, on continue à en parler. Enfin, en tout cas, les gens continuent à regarder d'une façon ou d'une autre. Donc, c'est une forme d'écriture différente. Mais voilà, c'est juste une parenthèse histoire des séries télé. Mais Bien sûr, bien sûr. Non, non, je mais tu as je raison dis pas qu'il y a des effectivement, robots dans La ouais. Petite Maison dans la Prairie. Hein, c'est pas le. Ça serait un twist intéressant, Ça n'empêche. serait énorme, ouais. Charlie Ouais, mais La Ingalls Petite s'était Maison dans étoffé la d'un robot. Prairie, c'est ça. C'est Non, mais l'homme en voilà. noir tout d'un coup. Non, non, mais bien sûr, effectivement, il y a divers degrés de il y a divers c'est une sorte de suite, donc que tout le monde a espéré, tu sais, La Petite Maison dans la Prairie où tout d'un coup tout va mal. La revanche de Laura Ingalls. Heu, Voilà. ouais, ouais, non, mais je veux dire, Et c'est, en même temps, effectivement, il y a diverses manières de parler de séries et de continuer à faire vivre des séries. Et c'est pas une histoire, en effet, de qualité, seal of approval, mais c'est aussi, mmh, je pense, surtout dans une société connectée comme la nôtre où, voilà, les ouais, gens, tout à fait. échangent énormément. Je Où pense ça va qu'il y a vite. aussi, le but que Mmh. effectivement cette série soit débattue, qu'on cherche les Ouais. petits détails, les petits easter eggs, les Mmh. petits machins, les petits trucs comme ça. Alors qu'à l'époque, ils se posent un petit peu moins ces questions-là. Alors, Mais, complètement. pour l'anecdote, je fais pas forcément ce parallèle, au hasard, au sens où, le personnage de Dolores dans la première saison, son esthétique, si vous voulez, son physique, est basé sur le personnage de Mary Mmh. Ingalls. Donc, voilà. C'est sûr qu'on voit les choses différemment, Mais, quand elle commence à devenir Wyatt et à tuer tout le monde, hein, mais Ouais, c'est ça, non mais voilà, voilà. c'est clair. Il faudrait mais, demander à Jonathan Nolan et Lisa Joy: «Est-ce que vous avez été traumatisés par La Petite Maison dans la Prairie?» Mais ou comme nous pas? tous, je pense, d'une façon ou Ouais. d'une autre. mais, Chaudiac? pour boucler un peu aussi sur, cette question un peu de la narration dans Westworld, il y a justement ce fait qu'on voit genre toute cette cohérence de la série et tous ces petits éléments qui ont été placés en amont, qu'on comprend que maintenant peut-être. Et le fait que Nolan et Joy aient dit qu'ils avaient tout prévu avant, enfin qu'ils avaient tout écrit et qu'en fait, bon, ils savent pas exactement dans quelle saison vont se passer les choses, mais ils savent où va chaque chose. Et moi, je me demande si c'est pas peut-être aussi de là que viennent moi en tout cas, c'est un des problèmes que j'ai avec la série, qui est que à force de se concentrer sur, le big picture, enfin en gros leur plan global, ils oublient parfois aussi le plaisir des spectatrices et des spectateurs dans chaque épisode, à chaque moment en fait. On est toujours sur le macro et pas parfois assez sur le micro. Et pourquoi je dis ça? Parce que c'est une question qu'il y a beaucoup maintenant, c'est est-ce qu'ils ont prévu la fin avant de commencer, quoi? Quand une série comme, avec des mystères commence, est-ce qu'ils avaient tout prévu? Et là, il y a beaucoup de très bonnes séries où ça a jamais été le cas. Alors moi, bon, je travaille sur Twin Peaks, donc clairement, c'est Mmh. une série qui a été en permanence dans l'intuition, dans l'improvisation. Lost, même si les choses ont été prévues, beaucoup de choses étaient changées en cours de route, tout ça. Là, récemment, on a des séries comme, Better Call Saul et Breaking Bad. On sait que dans la writers room, ils se foutent dans des impasses pas possibles, juste pour le plaisir de s'en sortir. Ils ne prévoient pas où ils vont aller. Et moi, finalement, je me demande pas si les séries,
c'est toujours plus intéressant, moins de tout prévoir avant, mais de faire en sorte que tout s'imbrique parfaitement, tout en improvisant de toute manière et peut-être que c'est là aussi que va y avoir ces différences d'écriture avec moi des séries que j'apprécie plus. Ouais et à Mmh. l'inverse, je rappelle que, les, 2 showrunners de Game of Thrones, se sont bien vantés qu'ils savaient où ils allaient, hein, donc et vous avez vu le résultat avec la dernière saison de Game of Thrones, donc est-ce que le fait de prévoir en amont est forcément une bonne idée? Effectivement, C'est ça, ça peut être débattu, tu vois? J'ai l'impression que cet aspect-là, il est de plus en plus mis en avant aussi pour, rassurer ou c'est ça. peut-être, être C'est le obligé gage, maintenant. ouais, d'un projet sérieux pour que, parce que forcément aujourd'hui, bah, à l'aune où les séries sont souvent annulées un peu, au débeauté, après une saison, bon voilà. Hem, on va, je pense, tout doucement, s'orienter vers la fin de cet épisode, et vers, les attentes ou pas d'une éventuelle, saison 5. Heu, alors moi, il y a un détail qui m'interpelle et voilà, alors pourquoi on se pose la question? Je le rappelle, la série, n'a pas encore été renouvelée par, HBO. Et effectivement, comme on l'a souligné, comme beaucoup l'ont souligné dans le chat et comme on l'a un petit peu souligné aussi, pendant l'émission, la fin de cette saison 4 avec donc la reconstitution virtuelle du parc Westworld, à l'identique de la saison 1. En tout cas, c'est comme ça qu'on nous le montre puisque même Dolores, Christina se retransforme, se réapproprie les atours de Dolores, nous remet finalement, à un stade identique à la saison 1, mis à part que nous sommes à présent dans un univers, Mmh. virtuel. Et donc on pourrait tout à fait se dire que finalement c'est une sorte de la série, nous montre une boucle et que, il suffit de regarder la saison 1 pour finalement reprendre, bah, le chemin de la narration. Et je trouve que ça fait un petit peu aussi écho au fait que la série, cette saison a moins d'épisodes, que peut-être il y a eu un petit rush, vers les derniers épisodes de cette saison pour justement réussir à un petit peu arriver à cette conclusion et en faire une fin qui pourrait être une Mmh. fin satisfaisante, pour la série. C'est des choses qui ont pu aussi être, dites, sur divers articles, voilà, sur internet, cette rumeur, on va dire. Et le petit détail, c'est que, comme tu le soulignais Briac, quand on est dans cet univers virtuel, dans le Sublime, on passe en scope et Westworld, est une adaptation d'un film et quelque part, la boucle est bouclée aussi, de ce point de vue, je trouve, enfin, de mon point de vue assez, amateur des formats et des choses comme ça, mais j'y ai vu un rappel de la matière originale bah, de ce qu'est Westworld à la base. Est-ce que vous, du coup, vous pensez possible une saison 5? Est-ce que vous avez une insight par rapport à ça, Briac, peut-être? Alors plusieurs choses, déjà, c'est vrai que ça pourrait fonctionner comme fin, mais je pense que d'une certaine manière, chaque fin de saison de Westworld pouvait aussi fonctionner comme une fin et qu'ensuite ils ont à chaque fois un peu poussé le propos plus loin, mais qu'on pouvait s'arrêter presque sur la une avec la mort de Ford et la rébellion des autres. La 2 aussi, la 3, ça pouvait toujours fonctionner un peu, donc je pense que c'est un peu leur manière d'écrire. Après moi, j'aimerais bien, quand même que ça continue parce que ce serait un peu pessimiste si on se dit qu'on doit recommencer à la une, c'est-à-dire qu'on aboutit toujours à la fin de l'humanité. Il y a peut-être, une autre direction, enfin, voir ce qui va se passer. Mais, C'est nihiliste, quoi, ouais. c'est ça, mais après, ça peut être bien aussi, hein, mais bon, pourquoi pas. Après, genre, j'ai cru voir passer un truc où Ed Harris, lui, parlait de tourner la saison, l'année prochaine, qu'il était déjà prévu de tourner la saison 5. Ça peut aussi être un acteur qui est à la ramasse parce que lui, on lui a dit: «Bah, si tout va bien, on commence à tourner l'année prochaine». Il a dit: «Ah, c'est bon, c'est parti, on tourne l'année prochaine, on y va», mais il y a pas eu de confirmation officielle. Après, Mmh c'est vrai que mh. c'est toujours plus intéressant pour HBO d'avoir une saison, à l'ère du streaming, une saison qui est présentée comme la dernière, qui a été conçue pour être la dernière, parce qu'ensuite tu vends une œuvre, complète. Les gens peuvent continuer à voir, revoir en disant: «C'est bon, il y a un début, il y a une fin, c'est super, tu peux regarder jusqu'au bout». Là, si tu arrêtes là, tu cours le risque d'avoir ensuite, des gens qui vont sur Reddit dire: «Ah, ça vaut le coup de regarder Westworld?» On dit: «Bah non, c'est pas fini totalement en fait, c'est pas la Ouais, peine» et c'est tout. vrai. Donc ce serait dans leur intérêt de faire une toute dernière saison, je pense. Ah non, à voir, il y aura peut-être une mauvaise surprise. Mais bon, quand tu vas jusqu'à 4 saisons, c'est quand même, tu vois, autant, je vois, bon,
même Deadwood, une série chérie qui a été annulée au bout de 3 saisons, c'était dur, mais tu vois, souvent, c'est quand même au bout d'une saison, 2 saisons que HBO a tendance à annuler ses séries. Et sinon, quand ça marchait pas trop, ils ont quand même offert une dernière. C'était le cas pour Boardwalk Empire, Tremé. Souvent, ils offrent une toute petite dernière saison pour permettre de finaliser le truc. Bon, on espère que ça va rester, même s'il y a quand même eu pas mal de changements dans la direction d'HBO depuis cette époque-là. Mais bon. Ok. Et Justine, toi, tu as des attentes pour cette saison 5? Est-ce que Bah, tu as envie de voir des choses en particulier? disons que, narrativement, je vois pas où ils peuvent aller, au sens où, les conflits sont résolus, pour moi. Au sens où, bah, voilà, il y a plus d'humanité ou en tout cas, quasiment plus rien. Ce que va reconstituer ou va recréer d'une certaine façon, Dolores, c'est uniquement dans un monde virtuel. Donc ça veut dire que si on veut revenir vraiment de façon cyclique, ça veut dire qu'elle-même crée des personnages humains, des personnages, robots, hosts. Après si on considère vraiment que c'est une boucle, ça veut dire qu'elle va reconstituer tout ce qu'elle subit dans la saison 1. Voilà, hein, elle se fait violer 4-5 fois quand même, donc va peut-être, elle a peut-être pas forcément envie de recréer ça J'espère aussi. pour elle qu'elle se mettra effectivement un rôle un peu moins Voilà, exigeant et un peu moins dramatique, ouais. c'est ça. Donc voilà, d'un point de vue narratif, je vois pas pourquoi, elle créerait ça. Et après, il y a le fait que, si on veut vraiment respecter, ce qu'ils ont écrit pour l'instant, à la fin de la saison 4, William a entièrement disparu, puisque le vrai William a été tué. Le William Host, a été non seulement, tué, mais sa perle a été détruite. Même principe pour Charlotte, même principe plus ou moins pour Caleb. Il reste peut-être une copie, vous me direz pour Caleb, j'ai pas vu sa perle détruite. Donc enfin, voilà, on se retrouve quand même avec plein de personnages qui ont disparu, plus ou moins. Et après, si on les reconstruit, c'est uniquement sur les souvenirs de Dolores. Mm. Donc voilà, ça peut se faire, hein, Et mais c'était ouais. déjà le cas de Bernard, non? Depuis la fin de la saison 2, je crois Oui, qu'il a été donc au final près, bah, c'est ça. Ouais, mais du coup, enfin, oui, oui, mais je tu vois ce que tu te tu veux retrouves dire, ouais. avec des twists du genre, elle l'a reconstitué et elle a caché dans son cerveau où était caché, La forge, enfin The le ouais, Sublime et c'est bon, c'est bah un peu gros pour moi, mais bon. je suis d'accord avec toi, mais en fait, moi, du coup, c'est presque ça que je trouve stimulant, de me dire: «Qu'est-ce qu'ils peuvent faire, en fait?» C'est ça, en fait, c'est tellement C'est vrai. difficile d'en faire quelque chose que tu te dis: «Bon», tu as envie de les voir essayer pour voir ce qu'ils pourraient proposer à partir de ça. Et puis j'aime bien l'idée de me dire: «On regarde une simulation, donc qui a priori n'aurait pas d'enjeu parce qu'on sait que tout est faux», mais c'est le propos de toute la série en permanence. On va dans le monde des humains, bah, ils C'est sont vrai. contrôlés aussi. Les autres étaient enfin les autres, oh là là, je me mélange. Les autres étaient contrôlés et même leur rébellion était contrôlée parce qu'on leur avait suggéré, enfin, c'est la Mmh. question que pose la série en permanence, c'est: est-ce que tu peux avoir des émotions malgré le fait que tout ait été écrit? Donc le fait d'aller encore plus loin avec tout est une simulation d'emblée, ça, je sais pas, ça peut être intéressant. Après ça peut être complètement raté, mais ça me donne j'ai envie de les voir essayer en tout cas, voir ce qu'ils pourraient faire Et avec ça. ouais, mais je pense que c'est ça, en fait, qui me refroidit un peu au sens où là, c'est une fin, avec cette fin de saison 4 qui boucle quand même, bah, tout. Bah, alors, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, hein, mais voilà, ça boucle tout d'un point de vue narratif. C'est cohérent et je pense que j'ai subi trop de dernières saisons de de Mmh. séries ou 2 dernières ou 3 dernières saisons qui, je vais pas dire qui gâchent tout, mais qui, voilà, qui résolvent pas ce qu'on aurait voulu, voilà, voir résolu. Donc je me dis: «Là, je suis satisfaite avec cette Mmh. fin. Voilà, ils peuvent effectivement faire mieux, mais ils peuvent aussi faire pire. Oui, Voilà et c'est donc ça. Ah, c'est safe là, tu vois? J'aime bien. ouais, à la rigueur, ce qui nous manque, c'est la scène dont tu reparlais, la scène post-générique de la saison 2, Guillaume, où on voit, Williams avec, qui voit sa fille, qui est Bah, c'est donc a ça. priori un hôte, et qu'on n'a pas vu là. Donc ça se passera encore après, on ne sait pas exactement Mm. quand. Et on a aussi la question, alors peut-être vous avez compris, moi j'ai pas exactement compris pourquoi, heu, William, heu, atteignait la fidélité. Parce que William donc il a réussi à être transformé en hôte, heu Oui. il déconne pas comme Caleb déconne à la fin ou comme tous ceux avec qui on a essayé, ont des problèmes finalement. Il se fait tuer, mais voilà. Et donc pourquoi lui, ça Mm. fonctionne
alors que d'autres, ça a pas fonctionné et donc ça, c'est Moi, une je pense piste, je pense qu'ils ont réussi en fait je pense qu'ils ont réussi en fait ils ont comment dire? Pardon, ils ont réussi à créer ce La système qui fonctionne. technologie, Justement, en ouais, fait, William, est la preuve que ça fonctionne. c'est Caleb, ça, en mais fait, ça fonctionne pas, mais c'est pas parce que ça fonctionne pas, c'est que c'est pour justement, le torturer indéfiniment ils font de son corps c'est Charlotte, hein, mmh, qui lui construit un corps, qui est périmable et qui a une durée de vie, quoi. Moi, c'est comme ça que je l'ai vu en tout cas. d'accord, OK. parce qu'il Donc y a pour moi, pas ils ont que réussi William. à Pardon, il en remplace humain aussi qui les serait il devenu remplace aussi des hommes oui, voilà, politiques et tout ça. effectivement, Oui, oui, c OK, complètement, ouais, ouais. c'est vrai. On les voit pas Enfin, suffisamment longtemps pour savoir c si ça part pas en Mmh, sucette, mais ouais, c'est un petit peu différent ça. Effectivement, ils font une copie, en hôte d'une personne réelle, mais effectivement, tu as raison, oui, si ça rejoint ouais. quand même ce système-là. Si, si, tu as raison. Donc oui, pour moi, ils ont réussi à faire en sorte que ce système fonctionne. C'est juste que pour Caleb, ils lui ont apporté un traitement, maîtrisable pour pas, pour, faire ce que j'ai dit quoi, le torturer et tout ça. Mais pour moi, il y a quand même effectivement des bases qui sont assez solides pour une saison 5. Moi, personnellement, je pense qu'une saison 5, il y a forcément en effet une saison 5 dans lequel le sublime et Dolores et ce One More Game a une place prépondérante, mais je vois quand même bien le monde réel avoir un rôle à jouer. D'une part parce que on voit quand même des personnages humains et non manipulés qui s'enfuient, notamment la fille du coup de Mmh. Caleb. Je trouve que même si c'est une fin en soi, la fin de Maeve est pas ultra satisfaisante quand même. c'est Elle vrai. est laissée un petit peu en suspens. Et je vois bien, et on nous tisse quand même, ou en tout cas on nous présente depuis 2 saisons et en particulier sur cette saison 4, une relation entre Maeve et Caleb, une complicité, une amitié, quelque chose entre ces 2 personnages. Et je verrais bien, quelque chose qui se joue sur 2 plans quand même. D'un côté, l'univers virtuel qu'on creuse et dont on nous refait un reboot de la saison 1, ou en tout cas quelque chose qui permet à Dolores parce que de ce que j'ai compris en tout cas, Dolores ne va essayer de rendre meilleur que les autres, puisque a priori, il y a pas d'humains en particulier qui se sont fait télécharger d'une manière ou Bah, d'une ça va autre. être des elle va les reconstituer comme elle a reconstitué les autres. Moi, c'est ce que j'ai Ouais, compris, mais c'est pas des vrais du coup, ouais. bah, du coup, voilà, mais Mais encore une du fois, coup, ça qu'est-ce pose qui est vachement de vrai? questions en effet, le côté un peu, à quel point tu peux espérer, reconstituer des personnes, qui ont leur individualité, leur autonomie quand c'est le fruit de toi-même, et de ton imagination quelque part. Je trouve qu'il y a un sujet qui est intéressant là, mais finalement, s'il y a un sujet là-dessus, ça pourrait être vachement intéressant de voir le rapport qu'il y aurait entre justement, Ford et Dolores dans ce rôle qu'ils auront, très similaire de la gestion d'une version de Westworld, quoi. Donc moi, je pense qu'il y a quand même des pistes, en effet, qui sont assez intéressantes, et en tout cas, qui sont concrètement, un peu, en attente et qui pourraient trouver une ultime conclusion en saison 5. Même si quand même, en y repensant, le fait que si toutes les saisons ont une scène post-générique et pas celle-ci, Mmh. indique aussi quand même une espèce de retenue de quelque chose, quoi. Mais bon, Je pense que c'était peut-être hem une sécurité aussi, pour, mmh, Nolan et Joy comme tu disais. Enfin, ouais, c'est ça, c'est au cas où, au c'est cas où ça. ce sera la fin, Et Gillick nous dit, ils ont quand même les données des personnages. Effectivement, on peut aussi se souvenir que, dans cette saison, Bernard, a à un moment donné, une action où il scanne, l'empreinte cérébrale de la fille de Caleb. Je suis désolé, j'ai oublié son prénom. Et Francky, on laisse un peu Francky, voilà, on laisse un peu, ce truc en suspens. On ne sait pas c'est si vrai. c'est, un vrai move, important pour la suite, ou si c'était juste, un truc hyper anecdotique. Donc, on peut imaginer aussi que, et Bernard d'ailleurs, lui aussi, on peut imaginer qu'il a réussi à fuir vers le sublime, puisque, on a cette scène, où, il suit, ce que je pense être son fils à travers, son ancienne la maison heu, de l'humain duquel il est issu. Je ne sais plus son prénom non plus. Arnold. Arnold, ouais. Arnold, voilà, et où, on le voit traverser une porte, avec, une grande lumière blanche. Donc on peut imaginer aussi que le personnage est passé, dans un autre plan et peut-être vers le sublime, qui s'est aménagé une espèce de porte de sortie comme ça. Donc, bon, à voir effectivement. En tout cas, sur le chat, Flagada nous dit: «Pour moi, pas de nouvelles, bonnes nouvelles», donc on a la on y croit, pour, ceux
qui sont fans de Westworld et qui espèrent revoir ces personnages dans une ultime itération dans le parc. Je vous propose qu'on conclue l'émission sur ces bonnes paroles. Voilà, on avait envie de ce format un peu plus, on pourrait en parler des heures évidemment, hein, mais on avait envie de ce format un peu plus à la cool pour débriefer d'une saison qui vient de se terminer. On essaiera certainement de le refaire pour, pourquoi pas House of the Dragon à l'issue de la saison 1, pourquoi pas à l'issue d'autres séries qu'on attendrait et dont on a parlé. Écoutez l'émission de juillet, puisque du coup, on vous parlait de nos attentes pour au moins la fin d'année 2022. Et donc, on pourrait effectivement revenir en live sur Twitch pour parler de ces saisons et de ces prochaines séries. En termes d'actualité, Justine, est-ce que tu as une petite actu sous le coude? C'est quoi ta rentrée là? Oh, pourquoi tu parles de la rentrée? Mince, t'es encore en vacances, je suis désolé. Non, 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 tout à fait. Actualité, moi indirectement, mais je peux vous, conseiller, un dictionnaire qui va paraître. Ça paraît laborieux, hein, comme ça, mais Un dans Larousse, l'édition exactement. Larousse est excellente. Alors surtout pas le Larousse d'ailleurs, mais ça c'est la prof de français qui parle. OK. Non, mais d'ici un peu moins d'un mois, il y a un dictionnaire, du Moyen Âge imaginaire qui va sortir, aux éditions Vendémiaire, dirigé par, Anne Besson, William Blanc et Vincent Ferré en l'occurrence, et donc ça parlera des représentations et des usages du Moyen Âge, alors au Moyen Âge lui-même, mais surtout à partir du XVIe siècle et jusqu'à aujourd'hui. Il y a tout un volet sur les séries télé, Génial. notamment. Donc on va beaucoup parler de ça, parle aussi beaucoup de fantaisie, ça parle des films, ça parle, des parcs d'attractions, ça parle de voilà, il y a énormément de choses dedans. C'est un dictionnaire, hein, mais qui est publié. J'ai pas encore vu toute la maquette, mais logiquement ça sera publié avec un prix, extrêmement abordable. Donc voilà, en plus, hein, et je ne touche rien dessus, donc je me permets de faire de la pub. Voilà, donc dictionnaire du Moyen Âge imaginaire chez Vendémiaire, et il se paraît, je crois 22 septembre, un truc comme ça. Et ça, voilà, on va quand même pas mal parler de séries télé dedans, donc n'hésitez pas à jeter un œil à Cool. l'occasion. Super. Et n'hésitez pas à vous abonner notamment au Twitter de Justine, parce que toi-même, tu bats un peu en brèche les différentes représentations du médiéval dans des séries, et notamment pour montrer un peu quels sont les clichés et ou les réinventions qu'on peut faire de cette imagerie-là. C'est assez intéressant. Bah, c'est ça. Puis là, avec la rentrée, avec, House of the Dragon et The Rings of Power qui arrivent, et voilà, il y a aussi une autre série spin-off de The Witcher qui est, en préparation pour la fin d'année. Enfin voilà, Mmh. il y a du Oui, boulot au niveau fantasy et niveau, Moyen Âge. côté fantasy, tu es assez servi effectivement sur les prochains mois, ouais, c'est clair. Côté, je te demande pas, Bria, quelle est ton actu? Toi, tu es à fond dans ta thèse là, voilà, tu bosses, tu bosses. Est-ce que tu as un truc éventuellement à mettre en avant? Est-ce que tu veux parler de quelque chose en particulier? Non. Non, écoute, là, J'ai plus de je vie. l'ai pris au dépourvu. Côté spoilers, donc là, c'était le petit hors-série, de l'été, on va dire. On reviendra, en septembre. Maintenant, on peut l'annoncer officiellement, on reviendra fin septembre, le Ouh! 28 exactement, chez, Courts-Métranges pour, du coup, l'édition 2022 du festival du court-métrage à Rennes, insolite et fantastique, et on le fera, encore une fois dans un format différent des autres années. On a testé, le dialogue, avec Pas comme Tielman l'année dernière, la table ronde virtuelle sur des sujets du festival autour de la série. Cette année, on sera en live sur Twitch, mais en plateau, grâce du coup à une structure à Rennes qui s'appelle Federate, qui a un plateau Twitch tout à fait sympathique. Et on reviendra du coup un peu de la manière dont on est revenu aujourd'hui sur la saison 4 du coup de Westworld. On reviendra sur For All Mankind, la l'Uchronie de conquête spatiale d'Apple TV, voilà, en présence notamment de Florent Favard, hein, universitaire, qui a écrit des choses très intéressantes lui aussi sur notamment la manière dont on conclut une série. Voilà. Et donc ça va être chouette. Faudra être là parce que c'est un rendez-vous pour nous qui sera un petit peu différent. Dans le cadre de court-métrage, on va essayer d'avoir un peu un regard thématique sur la série. Il y a beaucoup de choses à dire sur For All Mankind. C'est une des
très, très bonne série, SF quelque part, en tout cas, uchronique, d'anticipation, de ces dernières années. Donc, on va se faire un plaisir de décortiquer tout ça. Charles évidemment sera de retour, dans l'équipe pour animer, heu, l'émission, Twitch et le podcast qui suivra d'une main de maître et puis ensuite la fin d'année, bah, on reprendra le chemin des émissions, des podcasts et avec, comme on le disait, la dernière fois, assez vraisemblablement un calendrier de l'avant, mais bon, faudra voir effectivement si les conditions sont réunies de notre côté. Voilà, merci encore à Pépé qui, a géré, l'overlay d'une main de maître. Voilà, il nous fait coucou depuis la régie. Regardez-moi cette scène incroyable Twitch avec la régie. On a vraiment l'impression d'être à la télé. C'est incroyable. Et les petits extraits, les bandes annonces qui ont été diffusées tout au long de la soirée, franchement, ont habillé de manière assez cool, je trouve, illustrer Ouais. nos propos. Donc, on est très content d'avoir pu faire le petit step-up qui va bien pour cette rentrée sur notre overlay Twitch. Ça nous donnera encore plus envie, effectivement, de faire ça en ligne. Et puis, bah, vous qui nous écoutez en podcast, n'hésitez pas à venir la prochaine fois. Voilà, abonnez-vous à notre Twitter principalement. Vous serez et abonnez-vous à notre chaîne Twitch. Comme ça, vous serez notifié quand la prochaine émission sera programmée. Et puis, on échangera avec vous sur le chat, comme on l'a fait avec Flagada, avec Guilic, avec Randall Flag, qui nous dit eh ben, c'est cool ce format pour qui a suivi la série. Merci. Et puis voilà, nous, ça nous permet d'avoir l'impression d'être, un peu moins seul, dans nos débriefs de séries et dans nos podcasts, donc c'est très cool. Voilà, bonne fin de soirée. Merci à vous 2 et à Bonne très bientôt. soirée, merci à Merci. toi. Merci Guillaume. À bientôt. Salut le chat, salut tout le monde. Salut.